Le F, un pas de casque, est propulsé par service d'outils FGL, votre stratégie gagnante pour les produits Makita, DeWalt et Milwaukee. Lundi 8 juin, mon nom est Martin Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre retour sur le week-end de course à Monaco et on débute maintenant avec la journée de samedi. Il est maintenant temps d'aller rejoindre notre collaborateur. Il est l'auteur du livre Villeneuve-Schumacher 1997, le duel qui a marqué une époque. Simon Vachon, comment vas-tu? Très bien, et toi, Martin? Ben, je vais super bien. Écoute, et ça a été un drôle de week-end de course. Je te dirais que j'ai pas été déçu du samedi. Dimanche, à un moment donné, je pensais à commencer à taper du pied. Je commençais à penser que ce serait peut-être un bon vieux Monaco. Puis là, finalement, à un moment donné, ben, tout a commencé à se bousculer. Puis on a eu à peu près de tout, hein. On a eu à peu près de tout disons qu'on a pas mal de matériel à discuter dans l'épisode d'aujourd'hui quand je prends le temps de regarder ça. Pour reprendre les commentaires un de nos auditeurs, je pense que c'est Francis Major qui a écrit sur la page, il disait il y a eu autant de pénalités que dans un match canadien Lightning. Plus? Ouais, peut-être même plus, c'est ça. Fait que, on va essayer de décortiquer tout ça ensemble tantôt quand on va tomber dans la journée de dimanche. Avant qu'on se lance dans la journée de samedi, j'ai envie qu'on parle d'un sujet d'actualité. Les gens qui nous écoutent, bien sûr, c'est le lundi, sont dans leur voiture, sont au bureau, sont en train de revenir du travail, peu importe. Puis le sujet d'actualité qui doit être, on n'a pas de boule de cristal, mais on se dit que le sujet d'actualité en ce moment, ça doit être la duo parce qu'on vient de commencer à finalement avoir des nouvelles là-dessus pour les gens qui se demandent c'est quoi la duo. Ben, c'est ce fameux mécanisme que la FIA a décidé d'implanter cette année en collaboration avec le Formula One Management et les écuries pour empêcher qu'on se retrouve dans une situation comme à l'ère hybride où ce que ça prend trop de temps à certains motoristes pour rattraper un écart qui a été creusé par quelqu'un qui aurait mieux fait qu'eux. Donc, on veut avoir un système comme ça pour essayer d'aider les équipes qui auraient peut-être des problèmes au niveau motorisation. La nouvelle est tombée de la bouche de Lewis Hamilton. Moi, en tout cas, je ne l'attendais pas de lui, je l'attendais plutôt de la FIA, mais je pense que ça a bouleversé, ça a bousculé un peu tout le monde. Puis la nouvelle, en tout cas, c'est que dans la hiérarchie que la FIA a établie selon les tests de performance, ça serait Red Bull qui serait le moteur le plus puissant, suivi du Mercedes et du Ferrari. Puis après ça, ben, il y a une hiérarchie qui est établie qu'on mettra ensemble. Mais si on commence par le début de la nouvelle, la surprise peut-être que j'ai envie de dire, c'est le fait que Red Bull a le moteur le plus puissant et que ce n'est pas Mercedes qui est la référence présentement. Est-ce que tu entends Toto Wolff en train d'être crampé en arrière, là? Ouais. Hein? Ça n'a pas de Ouais. sens. Il n'y a pas de barbe, mais il rit dans sa barbe. Non, c'est ça. Écoute, euh, peut-être qu'ils l'ont super bien joué, là, sur le plan politique, ou peut-être qu'ils ont réussi à, tu sais, en anglais, on utilise beaucoup le terme sandbagging, là, où on se ralentit soi-même pour cacher une performance, mais j'ai quand même des doutes qu'on puisse faire ça sur 5 ou 6 Grands Prix avec les qualifs et tout. Donc, Il mais gagnait en plus. en début de saison, quand il nous disait Red Bull est le meilleur moteur, tu sais, possible, mais quand Mercedes s'est mis à gagner toutes les courses depuis le début de la saison, j'ai de la misère à croire ça à quelque part que le moteur de Red Bull est le meilleur quoi qu'on n'a pas, on n'a pas tenu en compte l'entièreté là, du bloc moteur. Hein. C'est juste Mhm. l'aspect combustion. Exact. Donc, en ce sens-là, peut-être c'est ça qui est venu aider. C'est ça. Pour les gens qui étaient pas avec nous dans les derniers épisodes, c'est que le test est fait simplement sur la puissance du moteur thermique. Donc, l'apport de l'énergie n'est pas mesuré. Donc, si quelqu'un dont Mercedes, qu'on peut se douter, aurait mieux fait dans comment emmagasiner d'énergie, mais comment aussi la déployer. Ben, tout ce mécanisme-là n'est pas évalué dans les performances. Dans le fond, on évalue simplement le 500-600 chevaux qui vient du moteur thermique. Puis là, on a décidé que dans la hiérarchie, c'est Red Bull qui était le meilleur, donc le plus puissant. Ensuite, de ce qu'on entend, bien sûr, ce que je vous dis présentement, c'est pas confirmé encore à l'heure où ce qu'on enregistre. On y va simplement avec
ce que Lewis a avancé, parce que c'est un peu lui qui a lancé la bombe en disant « Ah, ben nous autres, on est troisième de toute façon, fait qu'on va avoir de l'aide de la FIA. » Je t'ai appelé quasiment tout de suite après avoir entendu ça. J'ai dit « Tu as entendu ce qu'il vient de dire? Tu l'avais attrapé. Tu l'avais attrapé Oui, toi aussi. » Je dis hey, « Moi, j'attends depuis, tu sais, j'en parlais dans l'épisode de vendredi, j'attends des résultats de la duo. Je sais que les tests ont été faits, les résultats viennent pas, puis d'un coup, après le Grand Prix, pendant que j'y pense pas trop, j'entends Lewis qui me fait l'annonce que Ferrari est troisième. J'attends qu'est-ce qu'il vient de dire là, lui. Puis là, finalement, après ça, ben, ça a commencé. Certains médias ont sorti que c'est une lettre qui aurait été envoyée aux écuries. Puis dans cette lettre-là, on préciserait la hiérarchie Red Bull premier, Mercedes deuxième à 2% de Red Bull. Donc ça veut dire que Mercedes a gagné les 5 premiers Grands Prix de l'année, mais on va avoir de l'aide de la FIA pour développer leur moteur. Ça, en tout cas, c'est dur de ne pas tomber en bas de ma chaise quand je vous annonce ça. J'ai l'impression qu'il y en a une couple qui vont raser de prendre le champ dans leur voiture en entendant ça. Mais oui, oui. Mercedes vont avoir de l'aide, 2% qu'on dit d'aide qu'ils vont avoir. Donc, 3 millions d'allègements sur le plafond budgétaire moteur en tant que motoriste. Donc, ça ne va pas à l'écurie Mercedes, ça va dans le développement du moteur. 70 heures de plus sur le bas d'essai. Ensuite, on dit que Ferrari serait au-delà de 4%. Donc, ça, c'est l'autre fenêtre de 4 à 6% qui est ouverte. Ça, à ce moment-là, ben, ça donne la chance d'avoir un allègement aussi, bien sûr, sur le plafond de 4,65 millions, 100 heures en banc d'essai. Là, on dit que Ferrari serait là-dedans. On n'a pas élaboré plus loin, mais toutes les autres motoristes seraient dans le 4 à 6%. De ce que j'ai compris, as-tu compris la même chose, Simon? C'est qu'on n'a pas Oui. décidé d'aller jusqu'à 8-10 comme on avait prévu. Ça veut dire que, du moins à première vue, ça veut dire que admettons, Ferrari est peut-être à 4%, Audi est peut-être à 5%, puis Honda est peut-être à 6%, admettons. Ouais, sur Honda, j'ai de la misère à croire ça. On a juste 6, mais c'est ça, ouais. Ouais, on semble pas mal plus loin, mais en tout cas, je pense qu'ils vont se satisfaire de ça. Euh, les gens chez Red Bull, est-ce qu'ils sont conscients qu'il y avait le moteur le plus puissant? Est-ce qu'ils doivent être malheureux, là? Ils sont les seuls à pas pouvoir améliorer puis ils roulent pas en avant. Ben, je vais te dire, Simon, je vais le mettre du côté positif, OK? Parce que c'est la réaction. Au départ, j'ai eu ça, je dis, ah, ils doivent être déçus. Mais en même temps, c'est pas un saut d'approbation Mhm. sur une écurie, une compagnie de boissons énergisantes qui est maintenant dans le sport depuis plusieurs années, qui décide d'aller avec l'audace de produire son propre groupe motopropulseur. Puis finalement, au premier, j'ai envie de dire Ah au oui, premier en ce trimestre, sens-là, tu as raison. on est déjà en avant de la parade. J'ai envie de ressortir Christian Horner pour lui donner une tape dans le dos pour dire Hey Christian, finalement, je dis pas nous, là, mais je dis t'as reçu bien des critiques, mais je pense que ça ajoute à sa légende. Là. Il y a quand même, écoute, puis je veux pas tout y donner, mais c'est quand même lui qui a chapeauté le projet, qui l'a lancé, là, il est plus là pour en profiter. Mais écoute, il y a tellement eu de rumeurs comme quoi qu'on avait mal fait, que ça serait. Puis on s'entend, là, les gens nous écoutent, il y a eu un abandon, puis il y a eu des problèmes avec Lawson dimanche, on va en parler tantôt. La fiabilité, c'est une chose, puis c'est probablement la chose qui est la plus dure à aller chercher, mais la puissance aussi, il faut que tu l'ailles, ça fait partie de l'équation, là. C'est un tout, là, vous allez me dire, mais quand même, en tout cas, moi, je suis agréablement surpris, puis je le vois côté positif de dire, on vient d'avoir toute une tape dans le dos, en tout cas, toute une belle médaille pour dire, il y a le côté négatif qui vient avec la médaille, mais c'est bravo pour le travail accompli. Ben, en ce sens-là, c'est sûr que tu as entièrement raison. Puis moi, je faisais partie de ceux qui, l'an dernier, quand on a décidé de se séparer de Horner, de le mettre dehors finalement, je Oui. pensais que c'est parce que le programme du moteur ou le bloc motopropulseur s'en allait vers la catastrophe. Alors, peut-être que ça s'en allait pas dans la bonne direction, puis que l'équipe l'ont ramené aussi après, mais j'ai tendance à croire que l'équipe qu'on a mis en place l'an dernier s'est concentrée pour donner une bonne fin de saison à Max Verstappen, puis que la division moteur au bloc motopropulseur, je vais y arriver un jour, a bien travaillé, puis finalement, c'était pas du tout à cause de cette raison-là qu'on a décidé de se séparer de Horner. Non. Alors, bravo, tu as raison de souligner l'audace, hein, l'audace dès le départ, et aussi aller chercher les bonnes personnes, puis ça tombait bien pour lui parce que Honda s'est séparé de plusieurs des gens dans sa division moteur. Alors, mais il aussi en a cherché chez Mercedes et ces gens-là ont fait tout un travail. Puis, quand on regarde ça encore pour continuer les fleurs envers Red Bull, c'est qu'on a divisé les responsabilités dans le développement du groupe motopropulseur. Hein, Simon, moi aussi, il faut que je travaille là-dessus, dire le groupe Ouais, on va y motopropulseur. arriver un jour. C'est ça, mais quand on regarde ça, le mandat du moteur thermique, c'est Red Bull. Le mandat de l'électrification hybride, c'est Ford. Puis ça n'a pas été pris
en mesure. Là. On n'a pas évalué la performance du travail de Ford. Fait qu'encore plus de fleurs à Red Bull de dire leur responsabilité à eux, parce que certains auraient pu dire ah ben ce qui les aide, c'est parce qu'ils ont l'aide de Ford. Puis fait que c'est vraiment le mandat que Red Bull avait à faire, qu'ils l'ont réussi, puis sont déjà en avant de la parade. Est-ce qu'ils vont réussir à maintenir ça? Parce que là, ça, c'est pas évident. Développer puis travailler la fiabilité, quoique la fiabilité, on a un peu plus d'allègement du côté de la FIA, on peut travailler là-dessus, mais faut quand même il faut pas prendre de retard. J'imagine que Red Bull aurait aimé ça, peut-être pas aussi bien faire, mais en tout cas, Ouais. on va le prendre ce qui arrive comme ça. Audi, on ne sait pas encore exactement, mais je suis un peu surpris que tout le monde est dans le même bateau. Moi, je vais dire, je ne l'ai pas dit dans le podcast, mais j'en ai parlé avec JC. Moi, je m'attendais que ce soit Audi, Honda, puis que les autres aient rien. Fait que je suis un peu surpris de voir que Ah autant. ouais, hein? Ouais, je Même pensais que c'était. Ferrari, on le sait, là, tu sais, on le voit visuellement qu'il manque de puissance, là. Ben, c'est parce que est-ce que c'est juste la puissance ou c'est la traînée? Parce que à certains endroits, la puissance ne semble pas faire, tu sais, en virage, puis tout ça, on arrive quand même avec une bonne vitesse de pointe. C'est juste vraiment sur la vitesse maximum. Fait que c'est quelques kilomètres heure qui peuvent peser beaucoup dans la balance, mais je me disais, c'est juste parce que le concept aérodynamique est mal fait. On l'a vu, Aston Martin, il y a de ça les dernières saisons, avait le moteur Mercedes qui était probablement le meilleur, même à ce temps-là, mais on n'était pas capable d'être compétitif parce qu'on avait tellement de traînées qu'on concédait de la vitesse de pointe. C'était pas nécessairement juste relié au moteur Mercedes, c'était un tout. C'était surtout dans le département aérodynamique qu'on faisait en sorte qu'on n'était pas capable d'être assez puissant. Je pensais que c'était juste ça, le problème de Ferrari. Mais là, on le voit, c'est 2%. 4% en retard sur celui de Red Bull. Seulement 2 avec Mercedes, on peut dire ça comme ça, seulement 2% sur celui de Mercedes. Mais en tout cas, moi, c'était mon interprétation. Je pensais qu'il y aurait juste Audi puis Honda, mais finalement, on en est là. Mais Simon, il y a quelque chose derrière ça, par exemple. Pourquoi on n'a pas sorti ça encore? Est-ce qu'il y a des négociations derrière ça? Parce qu'il y a un 2+2 à faire. Il y a quelque chose qui t'a dérangé dans une déclaration quelque part, là, comme quoi qu'on attendait peut-être de sortir le rapport puis de mêler ça avec un autre dossier. Là. Ben oui, c'est le dossier du 60-40 que la FIA va implanter l'an prochain. Puis depuis le début de la saison, Ferrari là, elle revenait sans cesse en disant nous, on va avoir droit à des améliorations avec la duo. Puis là, pendant plusieurs semaines, c'était pas canné, là, en bon québécois, excusez-moi. C'était pas fait, là. Tu sais, donc, Mhm. c'était pas certain que Ferrari allait pouvoir compter sur ces améliorations-là. Puis encore là, on pensait pas nécessairement 4%, on pensait peut-être plus 2%. Et là, on s'était dit que ça allait être annoncé avant le Grand Prix d'Espagne, donc après la 6e épreuve de la saison, ce qui était le plan initial de la FIA, mais comme il y a eu 2 Grands Prix annulés, c'est 2 Grands Prix plus tard finalement, mais 6 courses qui comptent pour le championnat. Et ça tombait en même temps où la FIA, elle, a dit la date limite, là, la date butoir, si on veut s'en aller vers le 60-40 pour permettre aux équipes de travailler sur les moteurs et d'être prêtes pour l'an prochain, ce serait pas mal en même temps que le Grand Prix d'Espagne. Puis on traitait ça comme si c'était 2 dossiers séparés, mais on sait que Ferrari insistait là-dessus. Et moi, j'avais tendance à croire qu'il se servait un peu de la duo comme monnaie d'échange. Si vous voulez notre accord, on n'est pas nécessairement d'accord pour s'en aller vers le 60-40, mais si vous ne nous donnez pas de la duo pour qu'on s'améliore maintenant, cette année, ben, il n'y en a pas question, on s'en ira pas vers le 60-40. Ouais. Alors, tu sais, j'ai eu l'impression qu'il y a une espèce de jeu là, de négociation qui serait normal entre la FIA et peut-être même Audi. Quoique Audi a dit récemment que, selon elle, en tout cas, on veut rester avec le 50-50 comme on a actuellement. Mhm. Mais bref, peut-être que c'est le cas. Maintenant, vu que ça sort aujourd'hui, peut-être que non plus, mais j'ai tendance à croire, moi, que on a négocié en partie, puis Ferrari, maintenant qu'elle est comme satisfaite, on pourrait s'en aller vers le 60-40 l'an Ouais. prochain. Parce que là, ce qui est important de savoir, c'est que ce qu'on parle quand on parle de la duo puis du 60-40, c'est que dans le fond, en ce moment, Ferrari est en train de dire aidez-nous sur notre moteur 2026 pour qu'on vous aide à changer les règles pour 2027. Donc, un peu de lobbying de dire soyez sûr de nous donner ce qu'on veut parce que sinon, il n'y en aura pas de changement en 2027. Puis, on a juste besoin d'un vote présentement du côté de la FIA parce que même si Audi continue à dire non, si on réussit à convaincre Ferrari, on va être capable de passer la super majorité puis d'aller de l'avant avec le changement de réglementation qu'on veut faire pour l'an prochain. Euh, Là, ça reste à voir si c'est quoi l'aide, parce que là, ce que je veux dire, c'est que là, on interprète une lettre qui a été envoyée aux différents Ouais. manufacturiers.
On ne sait pas encore c'est quoi que la FIA va leur donner. On a mis tout le monde dans le même panier. Fait que dans le fond, il y a Mercedes à 2%, puis tout le reste, on les a mis dans le même panier. Puis il y a juste Red Bull qui n'aurait pas d'aide. Est-ce que ça a été approuvé? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Je sais que ça part d'une entente avec les groupes motopropulseurs qu'on avait dit que ça serait disponible. Mais de là à dire est-ce que c'est officiel, tant qu'on n'aura pas la FIA qui aura sorti exactement ce qui va se passer. Mais là, Martin, il y a un Ouais. élément supplémentaire là-dedans. Oui. Ce programme-là, ce mécanisme-là, là, du Raw, ça a été mis en place pour éviter qu'une écurie domine le plateau pendant Ouais. plusieurs saisons. Là, on prenait l'exemple de Mercedes qui est arrivé en 2014 puis qui a dominé les championnats toute seule jusqu'à 2021. Ah, c'est quand même plusieurs années, on s'entend. Là, ils ont gagné les 5 premières. Là, Vois-tu? justement, ils ont gagné les 5 premiers Grands Prix, mais bon, semble-t-il que c'est pas nécessairement à cause juste. Le moteur n'aurait pas joué un si grand rôle que ça, donc Ouais. on va leur permettre de s'améliorer. Donc, est-ce qu'on n'était pas en train de dénaturer l'idée de base? Ben, moi, je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas eu le résultat. Puis depuis le début, je trouve que c'est quelque chose qui devait se tramer. Puis le fait que Mercedes n'est pas premier, puis que Mercedes, en plus, si Mercedes n'était pas premier, mais à l'intérieur du 2%, pas d'aide pour eux autres, je pense que la pilule serait plus facile à faire avaler. Peut-être pas Ouais. nécessairement au reste du plateau ou du peloton, mais à faire avaler aussi aux partisans. Qui viennent de voir justement la même écurie remporter les 5 premiers Grands Prix de la saison. J'ai les 5 premiers, on Les est rendu 6 six premiers premiers. maintenant. Ouais. Excuse-moi, on est rendu. Je voulais pas divulgacher la fin, mais les gens qui nous écoutent ont pas mal vu la course, je suis persuadé. Ben oui, ils sont rendus à 6 victoires maintenant. Donc, ils ont gagné les 6 premiers Grands Prix de l'année. Puis en plus, ils vont avoir de l'aide de 2%. En tout cas, celle-là, je ne l'avais pas vu venir. Puis je comprends que la FIA a peut-être dit comment qu'on jongle avec ça. Puis là, ben, aujourd'hui, ça a sorti avec Lewis, mais ça reste à voir. Euh, je veux quand même. On va passer à d'autres choses parce que c'est un Ouais. dossier qu'on va continuer à en jaser puis tout ça. Je voulais quand même glisser un mot à nos auditeurs pour qu'ils aient un peu notre opinion à chaud de ce qui se passe. Mais c'est ça qui devrait être le gros sujet de conversation au cours de la semaine. Puis l'autre chose qui devrait retenir beaucoup l'attention, c'est Kimi Antonelli. Commençons par sa performance de samedi. T'as entendu ma prédiction? Moi, j'y allais avec Verstappen pour la pole lors de notre épisode de vendredi. Ouais. Je pensais vraiment qu'à 1/10, l'amélioration que Red Bull fait normalement du vendredi au samedi, ça pourrait arriver. Un que je pensais vraiment pas, peut-être que j'ai été naïf, je pensais pas voir Kimi en pole. Il était à une demi-seconde. Sur un tour à Monaco, une demi-seconde, c'est beaucoup. Samedi matin, il était rapide, mais c'était la troisième séance. Souvent, ceux qui ont déjà fait leur réglage, qui ont déjà fait leurs choses pour le week-end, poussent pas trop. Je savais qu'Antonelli partait d'une demi-seconde, donc il se devait d'inscrire un bon temps sur le tableau. Mais de le voir aller soutirer la pole avec Verstappen qui était si près, là, ça s'est joué à quelques millimètres près, là, même pas. Ben, chapeau, Kimi Antonelli, qui m'impressionne encore une fois. Une pole à Monaco, il n'y a pas grand-chose. C'est un bel étampe à avoir dans un cahier de route. Ben, je suis d'accord avec toi. Puis là, ce que ça a démontré, c'est à quel point Mercedes travaille bien aussi pendant les week-ends de course, parce que là, Mercedes où était vendredi, et là, tu l'as dit, on s'est amélioré à chaque journée. Hum. Donc là, c'est encore plus inquiétant pour les autres. Mais revenons, donnons le mérite au pilote, à Antonelli, parce que effectivement, euh, moi, je pense, j'avais pas acheté là, le fait que Mercedes se disait, OK, Ferrari va finir premier à Monaco, puis oublions ça. Là, c'est ça, j'achetais pas ça. Par contre, est-ce que je l'aurais mis en avant? Probablement pas. Donc, j'ai été quand même étonné de voir le résultat. Puis quand on a regardé le tour qu'il a fait, c'était spectaculaire. Et la séance là, avec Q3 était spectaculaire. Donc, il y avait beaucoup de compétition. Verstappen, les deux Ferrari. C'était quand même élevé là, comme pression. Et puis, ben, c'est lui qui sort premier de tous. Alors, chapeau, Antonelli, tu as tout à fait raison. Oui, ça a été tout un spectacle, encore une fois. La meilleure qualification de l'année, normalement, est à Monaco. Heureusement, parce que normalement, le dimanche, on sait tous qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Moi, j'ai trouvé ça, du début à la fin, ça a été très bon. Le côté aussi spectaculaire de Monaco, tu me dis si tu n'es pas d'accord avec moi, mais le fait que les voitures tournent sans cesse. Il n'y a pas de je m'en vais faire une tentative, je retourne au puits, je mets des nouveaux pneus, je reviens. C'est vraiment, on part à tourner dès le début de la séance, aussitôt que les verres s'allument, on commence, puis on tourne, on tourne, on tourne. Tu trouves-tu que ça ajoute, toi, au niveau spectacle, puis le fait que les pneus tiennent la route cette année, là, qu'on est capable de faire plus qu'un tour performant sur ces gommes-là. Ça sera pas partout pareil, là. Il y a des circuits qui sont beaucoup plus durs. Mais moi, c'est une des choses que je trouve intéressante Oui. parce que la piste évolue, puis tu vois les chronos descendre, puis c'est qui va prendre le plus de risques. Puis il y a plein de trafic en plus. Première fois qu'on voyait ça à 22 voitures, c'était quand même un bon spectacle.
Oui, puis ce que tu décris comme qualification, moi, ce sont mes préférés. Ça Oui, arrive souvent quand on a peur qu'il se mette à pleuvoir là, pendant, que ce soit Q1, Q2 ou Q3. Donc, tu sais, là, on sort rapidement pour inscrire les temps, puis on n'a comme pas le choix de rester en piste parce que les temps, ils tombent à mesure que les voitures tournent, puis il y a un côté loterie à ça. Là, il n'y avait pas le côté loterie en fin de semaine. Les meilleurs étaient les meilleurs, mais reste qu'effectivement, j'apprécie qu'on voyait les voitures tourner continuellement. Puis le fait qu'il y ait un drapeau rouge à la fin de Q1, ça a aussi ajouté un élément. Là. Il restait 2 minutes, puis tout le monde est oui. sorti. Il y en a qui n'ont pas réussi à faire de tour, mais il y en a qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, ça c'est clair. Puis je me suis mis une note justement pour Carlos Sainz, qui avait réussi, c'est justement à la fin de la Q1 de mémoire, là, qui a réussi à faire son tour C'est ça, canon. oui, oui. Ouais, C'est très, très beau. très beau Moi, je ça, oui. craignais, la piste aurait pu être sale parce que là, il y Mhm. avait un arrêt de 10 minutes à peu près. Ouais, Mais il à peu s'en est près. très bien tiré. C'était très beau, ça aussi. Tantôt, là, tu mentionnais, parce que tu as eu ta chronique cette semaine, tu parlais justement de Ferrari qui était favori. C'était Ouais. pas nécessairement tes propos, c'était les propos de Kimi Antonelli que tu reprenais. Tu as dit que tu n'avais pas nécessairement cru ça. Sauf qu'il y avait quand même un aspect logique derrière ce qu'on venait de vivre à Montréal, de dire que Ferrari pouvait être parmi les favoris. Pour les gens qui ont écouté un peu les trajectoires techniques, on a parlé des problèmes de traînée de la part de Ferrari. J'en parlais un petit peu tantôt. Puis quand tu vois un circuit comme Montréal qui est conçu où ce que le secteur 3, c'est juste une grande ligne droite, bien sûr avec le mur des champions, la chicane, le mur des champions, puis qu'on a réussi quand même à Montréal de monter sur le podium avec Lewis Hamilton quand on sait qu'on concédait beaucoup, beaucoup de temps dans le secteur 3, mais on était capable de tout reprendre ça dans le 1 et dans le 2, dans tous ces virages-là. De dire que, rendu à Monaco, où ce que tu n'as pas de ligne droite, on va dire ça comme ça, que tu as juste des virages, que tu as besoin d'énormément d'appui aérodynamique, où ce que ta traînée ne devient pas un problème, mais bien plutôt un avantage. Tu n'as pas besoin de t'en débarrasser, tu l'as besoin pour garder ta voiture sur la piste. C'était logique de croire que Ferrari pouvait être dominant ou du moins pouvait être favori rendu à Monaco. Ah, ben oui, tout à fait. Puis je mettais Ferrari comme ayant une très bonne chance de gagner parce que c'est un endroit où elle ne souffre pas de son déficit de puissance qui lui fait mal là, à bien des endroits ailleurs. Tu as parlé de Montréal, tu sais, ça risque d'être le cas à Barcelone aussi. Donc, Mhm. il n'y avait pas cet élément-là à Monaco. Par contre, tu sais, j'avais juste de la misère à m'imaginer que les Mercedes n'étaient pas dans le coup du tout, là. Pour ça, c'était du violon, là, un peu de la part de Ouais. Mercedes puis d'Antonelli, de tout de suite mettre la pression sur les épaules de Ferrari. C'est comme, attends une minute, là, c'est toi qui gagne des grands prix depuis le début de l'année, là. Je pense pas que tu vas finir huitième, là. Non, puis en plus, Mercedes commence la journée de vendredi avec des temps. Bon, on peut dire qu'ils ont traîné du sable, là. On va la mettre en français, l'expression, parce que, Ouais. écoute, ils nous ont niaisé vendredi, puis je pense que c'était bon, parce que, à moins qu'il y avait vraiment des troubles, mais ça a vendu le fait que, tu sais, Leclerc a fait le meilleur temps dans la première séance. Après Mhm. ça, Hamilton, Verstappen était dans le coup aussi. Les McLaren, ça a été compliqué toute la fin de semaine. On avait apporté beaucoup d'améliorations. Je pense que c'est pas un circuit. On a appris que les McLaren ne sont pas, pour l'instant, ne sont pas efficaces dans des virages lents. C'est ça qu'on a vu. L'année dernière, ça avait tendance à ça aussi à certains moments, mais quand même. Donc, on a vu ça. Puis là, tout d'un coup, ben, ça laissait croire, OK, Red Bull, là, probablement, ça va se battre entre Ferrari. Puis là, après ça, tout d'un coup, samedi matin, Kimi tend un pas pire temps, fait OK, peut-être qu'ils vont être là. Puis là, quand ça compte, tout d'un coup, Kimi sort le bon chrono. Mais George, ça n'a jamais allumé. Mais je vais passer avant. Verstappen, t'as aimé, c'est impressionnant. Autant, là, on sait, oui, ils ont le Oui. meilleur moteur. Max est un bon pilote. Mais que la Red Bull était capable de composer avec le circuit bosselé de Monaco, je trouve que c'est une forme d'amélioration parce que l'année dernière, on se rappellera, il se plaignait que c'était un kangourou. À Montréal, le vendredi, c'était la même chose. Je ne peux pas attaquer les vibreurs, c'est bosselé, j'aime pas ça. Puis finalement, on a comme trouvé quelque chose. Puis dans la course, ça s'est replacé un petit peu du côté de Verstappen. Puis là, je trouve qu'on a réussi à construire sur quelque chose avec 2 week-ends de suite. Oui, bien sûr, on va en venir à dimanche. Mais niveau performance, j'ai l'impression qu'on a solutionné quelque chose du côté de Red Bull, là. Ouais, écoute, on verra à Barcelone. C'est un circuit très différent, mais c'est sûr que Red Bull s'est amélioré là, depuis Miami parce que Montréal, on était dans le coup. Puis on était dans le coup à Monaco, là. Alors, tu Hum. sais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Puis si la voiture est moindrement bonne, Verstappen va l'emmener un petit peu plus loin que son niveau de performance. Ça, faut pas s'inquiéter de ça. Écoute, à un certain moment donné, il était à 1 millième de seconde du temps de la pole, là. Là, j'ai pensé à toi, puis je me suis dit, Colin, il va l'avoir. Mais Ouais, parce que le 10e d'amélioration,
qui ont réussi à aller chercher. On l'a vu, ils l'ont eu. Mercedes s'est amélioré, bien sûr. On est parti, on a fait des plus gros progrès. On avait une demi-seconde de retard, puis on l'a corrigé. Puis ce que j'avais dit que normalement, Ferrari ont tendance à en perdre dans la journée du vendredi samedi, c'est exactement ce qui est arrivé. Mais Lewis Hamilton a quand même réussi à prendre le devant sur son coéquipier Charles Leclerc puis à signer une 3e position. Puis as-tu cru, toi, que Lewis allait aller chercher la pole jusqu'à un certain moment? Parce que faisait des beaux tours, Lewis. Même il y a un moment où ce que normalement, quand on voit la voiture sans le cache jaune ou sans identifier le boîtier de caméra, des fois, juste par la conduite, je suis capable de dire c'est qui. Il y a eu un moment où ce que la Ferrari est arrivée très, très près du mur avec beaucoup d'agressivité. Il a traîné beaucoup de vitesse dans les virages. Puis j'ai vu, c'est Charles. Puis là, tout d'un coup, j'ai aperçu le cache jaune, j'ai aperçu le boîtier. Puis tout ça, j'ai vu, hey, c'est Lewis Hamilton, ça. Puis ça m'a surpris de dire, OK, je me suis pris une note. Si Lewis en grande confiance là, à Monaco, là, vraiment attaquer les virages, tout ça. Y a-tu cru, toi, qu'il y avait peut-être une chance d'aller chercher une pole parce qu'il avait l'air en grande forme? Oui, moi, j'y croyais. Puis j'étais pas mal convaincu qu'il allait être en première ligne, par contre. Mais tu sais, il en manquait pas beaucoup. Alors, oui, oui, absolument. Moi, je pensais que Ferrari allait être vraiment dans le coup. Bon, il l'a été, là. On fera pas comme s'il était pas dans le coup, mais je pensais qu'elle allait être un petit peu plus près de la Mercedes. En fait, c'est Mercedes qui a surpris par son niveau de performance. Mais oui, oui, absolument. Je sentais qu'Hamilton était comme dans une bonne période en ce moment. Oui. Puis, on verra si ça va durer, mais j'ai pas été étonné, non. Mais Simon, quand tu regardes là, Ferrari depuis une coupe, j'ai envie de dire une coupe d'années, là, ce qu'on nous montre le vendredi, on joue pas de jeu. C'est souvent ce qu'on a. Le problème, c'est que tout le monde s'améliore un petit peu. Fait que là, Ouais. on descend. Tu sais, combien de fois qu'on nous a laissé penser qu'on était peut-être la 2e écurie ou la première pour un week-end de course. Puis là, finalement, on arrive au samedi, puis ils font ils sont 3e. Ils sont la 3e écurie, ou pire, des fois, ils sont la 4e ou la 5e. Tu trouves pas que ça arrive souvent, cette tendance-là, où ce que tout le monde fait du progrès dans la nuit de vendredi à samedi, mais Ferrari, c'est le contraire. On reste au même niveau, puis c'est pas suffisant. Ben, je te crois sur parole, là. J'ai pas Ouais. tant de souvenirs que ça, mais ça m'étonne pas. Faudrait que je fouille un peu pour trouver ça, mais quelque part, je sens que tu as raison. Puis ça veut dire que je sais qu'on a toujours été très bons chez Red Bull, par exemple, pour les opérations durant le week-end. Puis là, ben, en fin de semaine, Mercedes qui sort du lot. Donc, tu sais, je veux pas dire que je suis étonné, mais quand même surpris de voir qu'ils augmentent leur niveau de performance à ce point-là. Parce que moi, j'étais de ceux que vendredi, je me dis, OK, ben, ça vient démontrer que Ferrari, tu sais, c'est leur week-end pour vrai, puis ils vont menacer pour la victoire. Mhm. Bon, il en manquait un petit peu. On parle des Ferrari, on les mettait dans les favoris, du moins Kimi Antonelli l'avait mentionné. Il y a autre chose qu'on attendait de vérifier, c'est comment George Russell allait réagir à son abandon à Montréal, qui n'est pas de sa faute. C'était pas beau, ni vendredi puis ni samedi. Qu'est-ce qui se passe avec George? T'attendais-tu à quelque chose de mieux? Pensais-tu que c'est lui qui allait au moins prendre le dessus sur un circuit comme Monaco qui fait appel non seulement au pilotage, mais aussi à l'expérience, mais de voir que non seulement Kimi Antonelli décroche la pole, mais Russell n'est pas capable de faire mieux que la 6e place. C'est de mal en pire là, pour lui. Là. Non, ben, c'est ça qui est décevant. Puis, tu sais, pas comme si l'écart était de 2 secondes, là, mais c'est quand même 4 dixièmes. Donc, tu sais, c'est quand même un écart important. Puis, je m'attendais à ce que Russell, moi, il soit dans la lutte pour la pole. Je m'attendais à ce qu'il mène une bataille avec Antonelli, comme on l'a vu à Montréal. Mais malheureusement, là, tu sais, à cause de sa mauvaise journée du samedi, ça n'a jamais été le cas. Il s'est pas donné de chance. Puis, quand tu démarres 6e à Monaco, puis que ton coéquipier est en tête, tu peux quasiment dire, oublie ça tout de suite, là. Sauve les Ouais. meubles, c'est pas mal le mieux que tu puisses espérer, là. Alors, tu sais, Russell, malheureusement pour lui, il n'a plus le luxe du temps. Puis je veux bien reprendre l'exemple que tout le monde reprend de Lando Norris l'année passée. C'est vrai, mais il s'est jamais retrouvé à 70 points là, de son adversaire. Non. Alors, ça devient de plus en plus lourd, cet écart là, entre les deux. Donc, à un moment donné, Russell, il s'est beaucoup blâmé d'ailleurs au sortir de la voiture en disant je commence à comprendre que mon style de pilotage, tu sais, il convient pas à cette voiture-là qu'on a cette année. En tout cas, pas par rapport à celui que mon coéquipier a puis qui me bat continuellement. Donc, tu sais, il y a comme une forme d'acceptation. Puis moi, j'entendais ça, puis j'étais un peu déçu parce que, tu sais, Russell, ça demeure sa meilleure occasion à vie d'être champion du monde cette année, d'après moi. Alors, il faut qu'il trouve le moyen, là. Mhm. Alors,
fais quelque chose, démène-toi, mais finir 6e quand ton coéquipier est en pôle, ça passe pas, tout simplement. Je veux pas trop rentrer dans la technique, là, puis je veux pas le faire de façon à discréditer ce que Antonelli accomplit présentement, mais il y a quelque chose qui l'avantage, je crois, c'est le fait que les nouvelles voitures peuvent glisser beaucoup plus, OK? Puis normalement, ce type de technique-là, tu fais ça au go-kart, puis après ça, quand tu arrives dans les monoplaces, on te demande de plus faire ça, de plus faire glisser l'arrière-train, d'être le plus stable possible en virage. Puis Kimi Antonelli, ce réflexe-là de faire glisser, il l'avait même l'année dernière. Je t'en avais parlé, c'était au Grand Prix de Vegas, que ça l'avait comme avantagé parce qu'il faisait glisser un peu plus la voiture. Il y avait des pneus usés, mais on dirait qu'il était capable de les garder plus longtemps dans leur fenêtre de température, alors que Russell avait de la misère. Fait qu'on dirait que tous ceux qui arrivent du go-kart, puis que ça fait longtemps qu'ils sont en Formule 1, ont tous réussi à faire fuir ce réflexe-là de faire partir l'arrière, d'être super, ils veulent être super stables en virage. Antonelli, lui, c'est encore plus frais. Puis les voitures de cette année, ça semble récompenser ceux qui sont capables justement de les faire glisser un petit peu plus. Puis on dirait que depuis le début de la saison, c'est pas étranger. Il y a énormément de talent puis tout ça, mais j'ai l'impression qu'il s'est habitué plus vite aux nouvelles voitures Kimi parce que ça va un peu plus avec comment il est habitué de conduire puis avec des réflexes qui sont pas si vieux que ça. Je pense que quand les autres vont remarquer, le Verstappen va peut-être commencer à le comprendre un petit peu plus. Hamilton, on le voit faire glisser l'auto. On commence à voir que les autres vont rentrer là-dedans, mais Russell, tu touches, je trouve, tu vas directement là-dedans en disant que c'est vrai que son style de pilotage, c'est un gars qui est très, très stable normalement en rentrant à la voiture. Puis je pense qu'il va falloir qu'il, ça fait drôle à dire, mais qu'il salisse un petit peu son jeu Ouais. s'il veut devenir meilleur. Là. Ouais, ben son style, c'est d'être le plus fluide possible. Ouais. Tu sais, justement, tu dis, c'est propre, 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 tu sais, ça laisse pas de traces, puis c'est très rapide au final. Mais là, finalement, il va peut-être falloir qu'il apprenne un peu plus. Comme on disait chez Williams, là, prends-la par le collet, puis tire la voiture où tu dois Ouais, aller. Là. exact. Reviens à ton ADN de pilote. Puis s'il le faisait chez Williams, là, c'était pas toujours propre, propre, propre. Là. Et c'est sûr qu'il s'est Mhm. raffiné avec le temps, mais c'est parce que justement, il arrivait de d'autres séries où il pouvait faire ça. Mais c'est Mais quelque chose. Tu sais, j'ai déjà entendu Verstappen parler de ça, justement, de dire que c'est un des premiers réflexes qu'il faut que tu casses en arrivant dans les monoplaces, c'est que c'est pas des go-karts. C'est pas la même façon de chauffer les pneus, c'est pas la même façon d'aller chercher de l'adhérence. Donc, il faut tout de suite que tu casses ça. C'est une des affaires les plus dures. C'est pour ça que lui, il pousse les pilotes vers la simulation parce qu'il s'empêche de devoir ou défaire des choses qu'ils ont apprises. Mais Antonelli n'a pas besoin de défaire ce qu'il a appris parce que ça a l'air payant de piloter comme ça pour l'instant. Est-ce que je t'ai coupé? Je pense ouais, que tu puis voulais il n'y a aller quelque pas part. 10 Ouais. ans de Formule 1 derrière la cravate non Non, plus. Là. Il est tout exact, c'est nouveau ça. encore. Il est tout nouveau. Fait qu'après Russell, ben Hadjar avait réussi à se qualifier devant Russell. Ça, c'était quand même impressionnant aussi de la part de Isaac, qui fait le travail d'un deuxième pilote chez Red Bull en restant pas trop loin de Max. Ensuite, le Piastri, Norris, les deux McLaren, millième anniversaire, ben, millième Grand Prix, je veux dire, pour l'écurie Orange Papaye. C'est quand même tout un exploit, le rêve de Bruce McLaren. La voiture qu'on a apportée aussi, on voulait célébrer ça. On aurait sûrement aimé ça célébrer avec une victoire. Ce McLaren, c'est quand même un terrain, on peut dire que c'est un terrain Orange Papaye, Monte-Carlo, normalement. De les voir un peu plus loin, 7-8, c'était un peu décevant, surtout avec le nombre d'améliorations qu'on avait apportées. Là. Ben, en fait, ils n'ont jamais été dans le coup en fin de semaine, Jamais. Ouais, à part jamais. en Q2, là, à un moment donné, on y a cru un peu, mais non, là, Mhm. j'ai jamais senti les McLaren être performantes en fin de semaine. Ils n'ont jamais menacé Non. les gens en avant. Donc, effectivement. Puis, il semble-t-il que leur vrai millième Grand Prix, ce sera celui de la semaine prochaine. Donc, peut-être qu'ils vont vouloir célébrer une deuxième fois. Ah, le refaire. Peut-être qu'ils vont emmener la voiture là C'est ça. aussi. Peut-être qu'ils vont l'amener là aussi, ouais, c'est ça. Peut-être c'est ça. Je trouvais ça drôle que ça tombait parce que le premier Grand Prix de l'histoire de McLaren, je crois que c'était à Monaco. Je trouvais ça drôle que hey, c'est fou que le millième retourne là, mais là, tu me le dis, on a fait un peu de magie. Là. C'est pour ça on a joué un petit peu Ben, sur en les fait, je chiffres. pense que, faudrait que je vérifie, là. Ouais. Mais je pense que Bruce McLaren a déjà gagné à Monaco. Donc, tu sais, peut-être qu'on a voulu faire un clin d'œil là-dessus. Ouais, quelque chose. Ben, Mais c'était pas sur une McLaren. mais j'ai entendu que c'était le premier Grand Prix dans l'histoire de Possible, McLaren. en C'était à 66, Monaco. ça se peut. Ouais, que c'était à Monaco, en tout cas. Gasly, qui nous habitue de bien faire, neuvième avec une Alpine quand même. Sur un circuit comme ça, on sait, hein, ils ont un Mhm. moteur Mercedes, puis la voiture a un bon châssis, puis Gasly, même si la Pinto a le dessus un peu dans ces derniers temps, c'est quand même un bon pilote. Là. On l'a tellement encensé. J'espérais que c'était pas nous autres qui avaient causé ces problèmes, puis on l'a tellement encensé que
s'est enflé la tête, puis ça passe plus, mais là, il nous a surpris avec une belle performance. Lawson, j'ai de la misère à suivre ce gars-là. Il y a des journées que j'ai l'impression qu'il est sur le bord d'être sorti de la F1, puis après ça, tout d'un coup, il arrive quelque chose, puis il fait un top 10 à Monaco. Il est dur à lire, hein, Liam Lawson, en tout cas, pour moi. Je suis comme toi. Ouais. Puis en fait, c'est pas mal la fin de semaine où il y a des pilotes qui nous ont fait mentir. Là, je vais rajouter, on en reparlera dans quelques instants, Ocon puis Albon, là, dont on parlait Ouais. la semaine dernière. Mais je suis avec toi sur Lawson. La semaine dernière, à Montréal, en tout cas, on disait, ben, on le voit pas, il est effacé, Lindblad sort du lot davantage. Puis là, c'est le contraire. Il trouve le moyen de tirer son épingle du jeu. Il se qualifie bien. Puis tu peux pas, comme tu regardes ça, puis tu te dis, ben, OK, je peux pas négliger ça, je peux pas comme le tasser du revers de la main. Sauf qu'en même temps, moi, personnellement, quand je vois les Racing Bulls faire aussi bien, je me mets dans la peau de Audi, de Williams, puis de même Alpine dans ce cas-là. Je me dis qu'il y a un espace de croissance. Là, ces écuries-là devraient être devant les Racing Bulls, puis on n'y est pas arrivé, en tout cas, dans la qualif ni en course. Donc, bravo à Racing Bulls, je trouve ça quand même surprenant. Puis Lawson, ben, oui, il nous fait mentir. On en parlera tantôt aussi à Audi qui a déclaré qu'ils ont quoi Oui. un des meilleurs châssis. Le quatrième meilleur châssis, je pense qu'ils ont dit. Ben, ils ont dit cinquième. Cinquième, là, OK. Mais tu sais, quand tu on regardes en ça. reparlera. Ouais, quand tu regardes ça, ça n'a pas l'air d'être ça, en tout cas. Après ça, les deux Williams, oui, Albon, Sainz, on en parlait, Hülkenberg, Colapinto, Lindblad, Bortoleto, Ocon. Je fais une dernière parenthèse, là. Perez, OK, Berman, ça a été compliqué, là, il y a des circonstances, mais Cadillac, qui est rendu devant Aston Martin comme une normalité maintenant qu'on se place, ça, je trouve que c'est probablement la pire chose pour Aston présentement. C'est pas tout ce qu'on traverse, le moteur, puis tout, c'est de dire, hey, Cadillac est en avant de toi. OK, on n'a pas eu à concevoir un moteur, c'est un moteur Ferrari qui est à l'intérieur, mais on vient de commencer, là. Puis on est déjà, on place nos deux pilotes en avant. Comment tu te perçois ça, toi? Tu trouves-tu que ça ajoute un peu l'insulte à l'injure de la part d'Aston Martin de se faire battre par Cadillac maintenant? Ben, les Aston Martin, je suis pas mal découragé. Là. À chaque Ouais. week-end, là, surtout le jeudi, tout ce que tu entends, c'est à quel point Aston Martin, c'est tout croche. Ouais. Tu sais, à quel point ça fonctionne pas, c'est juste des problèmes. Là, cette semaine, c'était le châssis est trop incliné, donc les pilotes sont pas à l'aise. C'est pour ça que Fernando Alonso a abandonné à Montréal notamment. Puis même Lance Stroll, il dit ça fait une éternité que j'ai pas été bien en voiture. Après ça, la boîte de vitesse, quand on va prendre le petit virage, là, le virage du Grand Hôtel, on descend en bas de 40 km/h, elle se désynchronise, puis là, il faut la resynchroniser. Est-ce qu'il va falloir faire ça à chaque tour? Ça, on dirait que c'est une comédie d'erreurs. Moi, je trouve ça décourageant. Puis, en plus, quand tu lis là-dessus, tu te rends compte, on dirait que chaque département ne se parle pas, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas une rencontre d'affaires, il n'y a pas un discours d'affaires où tu n'entends pas les gens dire qu'il ne faut absolument pas travailler en silo. On dirait que chez Aston Martin, c'est ce qu'on a fait toute l'année passée puis l'année d'avant. On ne s'est pas parlé, puis on est arrivé à la fin, puis on a dit on va coller ça ensemble, ça va faire une voiture de course. J'ai bien de la misère à suivre ce qui s'est passé là-dedans. Puis en plus, quand tu dis les gens travaillent en silo, ben, puis qu'il n'y a pas de coordination, ben, qui tu blâmes? Tu blâmes le patron, tu blâmes le chef d'orchestre. Mais là, c'était qui? On n'est même pas sûr. C'est-tu Newey? C'est-tu le gars qui était là avant dont j'oublie le nom? Et là, Aston Martin, qui se fasse dépasser par Cadillac, c'est quasiment rendu. Ben, comme tu as dit, c'est normal. Je suis aucunement surpris. On se demandait si c'était prudent de rouler quand ils sont arrivés, là, jeudi. Je trouve ça super dommage. On aurait pu avoir une écurie qui va de temps à autre menacer pour la victoire ou aller chercher des podiums. À la place de ça, tu as cette comédie d'erreur. Franchement, là, c'est décevant. Puis ce qui est illogique de ne pas se parler entre les départements, c'est que c'était le but de devenir une écurie d'usine. C'est de ne pas avoir à obéir, on reçoit le moteur, puis là, il faut juste que tu l'installes. On peut tous se parler, puis faire notre concept ensemble, puis là, on est en train de complètement jeter ça dans les poubelles, tous les avantages de ces gros investissements-là. En tout cas, on passe à la journée de dimanche sans plus tarder, parce qu'on a eu quand même un bon spectacle, on a eu bien des rebondissements, puis surtout, beaucoup de pénalités. Eh bien oui, pour une 72e fois, les voitures de F1 défilaient dans les rues de Monte-Carlo. On le sait à quel point les qualifications sont importantes. On le martèle à chaque année. La plus importante de l'année, c'est celle à Monaco, la qualification, puisque dans la course, les dépensements se font pas mal rares. Assez que j'ai eu une petite pensée pour les auditeurs qui
trouvais qu'il y en avait qui étaient un peu artificiels. D'après moi, il y en a une couple qui en prendrait 2, 3 cartes artificielles pour pimenter cette journée-là parce que, disons que ça a commencé. J'ai eu peur au début, Simon. Là. Quand que Max n'a Mhm. pas décollé, ça a ouvert la porte à Antonelli pour aller, ben, je ne vais pas dire facilement, mais quand même, aller avoir le champ libre pour le premier virage, puis après ça, il a commencé à se sauver. Hamilton n'a pas vraiment pu le suivre. Les Ferrari semblaient pas dans le coup dès le départ. Oh, ça se peut. Ben, peut-être que j'étais négatif en me levant un matin, tu me diras, mais j'ai l'impression que ça pourrait être une longue avant-midi si ça part comme ça. Finalement, à un moment donné, il y a eu quelque chose qui a tout venu bouleverser ça, mais commençons par bon, on va commencer par tout seigneur, tout honneur. Comme à chaque épisode, ça devient une habitude. Ça en fait 5 de suite qu'on parle de ça. Mais moi, je ne l'attendais pas là. Kimi Antonelli, si j'attendais pas qu'il y ait une pole, je ne l'attendais certainement pas pour une victoire. C'est. J'ai de la misère à mettre des mots à quel point je suis impressionné de ce qu'il a accompli. J'ai l'impression qu'il a rajouté tellement d'outils dans son coffre en fin de semaine. D'être capable de gagner comme il l'a fait depuis le début de la saison, OK. Mais de le faire à Monaco, c'est toute une autre catégorie. Bien sûr, on n'a pas de chance de se faire dépasser, mais les probabilités d'erreur sont là. Il n'aurait pas été le premier à planter sa voiture dans le mur. Il y en a d'autres qui l'ont fait, qui sont beaucoup plus expérimentés que lui. Mais encore une fois, il était capable de résister les 78 tours, de résister à un drapeau rouge, à des relances, à un autre départ arrêté. On le sait que ça a été un problème depuis le début de Mhm. l'année pour lui et pour Mercedes. J'ai de la misère à situer ça. On met ça où? Dans l'accomplissement d'aujourd'hui qui est Antonelli. On est rendu à ce point-là. Il y a le fait que c'est 5 en 5. Il y a le fait qu'il est le plus jeune à gagner dans l'histoire de Monaco. Mais tu mets ça où, toi, Simon? Est-ce que c'est sa plus belle victoire en carrière? Ça se peut. Moi, j'hésite entre celle-là puis celle au Japon, où j'avais bien aimé. Là, tu sais, il se retrouve en avant un peu par accident en raison d'une intervention de la voiture de sécurité. Puis là, il saute sur l'occasion puis il s'envole avec la victoire. Là, aujourd'hui, je m'attendais pas à ce qu'il domine de cette façon-là, vraiment pas. Je trouve même que ça, pour moi, c'est ça qui a pimenté le Grand Prix. Tu sais, je suis d'accord avec toi que c'est pas Oh le oui, Grand Prix oui. le plus excitant qu'on a vu, mais j'aimais ça, voir Antonelli dominer la course de cette façon-là, parce que j'étais impressionné. Puis pas mal même. Mhm. Alors, oui, à chaque week-end, il met des outils dans son coffre. Puis tant que la voiture est performante, on dirait qu'il est dans une zone là où c'est quasiment impossible d'aller le chercher. On craignait pour les départs, puis avec son historique depuis le début de la saison, c'était légitime d'avoir cette crainte-là. Mais là, il y en a eu deux, puis les deux, ils ont maîtrisé, puis il s'est envolé assez facilement les deux fois. Alors, Non, dans le fond, moi, je pense pas que j'ai entendu ce que tu as dit, là, mais je pense pas à la lumière de ça que Verstappen l'aurait menacé. Et je pense pas que les Ferrari non plus. Même dans le deuxième départ, je pensais que c'était 50-50. Là, tu sais. Donner des chances à Hamilton d'aller le chercher puis de jouer la victoire. Mais pas du tout. Ça n'a même pas été proche. non, ça n'a même pas été. Non, non, c'est vraiment ce qu'il a réussi à faire, pas d'erreur. Moi j'aurais pensé que. Ben, c'est sûr que là, après ça, qu'on a les données, les statistiques pour voir à quel point il était dominant. Puis ma phrase favorite de la journée, c'est Bono qui prend le micro pour lui dire les tours les plus rapides, Kimi, on les a pas besoin. Ouais. C'était sa façon de lui dire ralenti. Puis on sait que dire ralenti à un pilote, ça fait souvent l'effet contraire. Fait que c'était sa façon. J'ai trouvé ça. Encore là, on voit l'expérience de Bono, puis il me fait bien rire quand il a dit ça. J'imagine que tu l'as attrapé toi aussi, ce message-là. Ben, Oui. pour rappeler à Kimi qu'on n'avait pas besoin des tours les plus rapides. Puis, tu sais, ça t'a sûrement fait penser, ou je sais pas si eux avaient ça à l'arrière de la tête, mais il y a des grands dans l'histoire qui se sont retrouvés dans la position de Kimi, puis qui ont décidé de continuer d'en mettre pour aucune raison, ne serait-ce que pour continuer d'aller vite puis de se prouver peut-être à nous-mêmes ou de se prouver aux autres. Puis finalement, ça avait mal fini. Mais Bono était là pour essayer de tempérer. Je sais pas à quel point ça a fonctionné parce qu'il avait l'air de rouler pas mal vite encore jusqu'à la fin. Mais c'est assez de lui rappeler là, qu'on n'avait pas besoin de prendre autant de risques. Mais ça montre le degré ou le niveau de confiance à quel point il est haut chez ce jeune pilote-là, puis à quel point il peut être bas chez son coéquipier George Russell, qui avait l'air, là, Ah, si vous oui. hey, la face qu'il avait après. J'y ris parce que, mais c'est pas drôle, mais j'y ris quand je l'ai vu après la course parce que sa face c'était, oh mon Dieu. Je sais pas combien de memes qu'il va y avoir sur Internet dans les prochaines semaines à partir de la face de George Russell qu'il avait après la course, là. Et bah, il y a du travail à faire avec ce gars-là d'ici la fin de la saison parce que il va trouver le temps long, là. Oui, et juste avant de passer à Russell, tu sais, Ouais. la phrase que moi j'ai aimée de la journée concernant Antonelli,
Il l'a dit après la course, on lui a posé des questions sur le deuxième départ, parce que dans le fond, il menait par 29 secondes ou quelque chose comme ça. Puis là, il perd tout ça. Ben oui. Puis là, il a dit I embrace pressure. Alors moi, j'entends ça. Ça me fait Ouais. penser à ma phrase préférée dans le monde du sport. Ça vient de Billie Jean King. Pressure is a privilege. La pression, c'est un privilège. Il y a 19 ans, le gars. Ouais. Puis il dit, gars, moi, là, je tombe dans cette situation-là, ça fait pas mon bonheur, mais je vais faire avec, je vais tirer le meilleur de la situation. Puis là, vu qu'avec la voiture qu'il a, aujourd'hui, il était capable. Alors, tu sais, je trouve ça magnifique de voir ça. Puis, Il a même sorti. je pense qu'il était pas battable aujourd'hui à Monaco, là. Ben, en tout cas, moi, je l'avais pas sur ma liste pour gagner, comme je le dis encore. Puis là, quand j'ai vu ça, je me sentais un peu mal. J'ai dit, écoute, je l'ai sous-estimé. On a Ouais. tendance à le négliger, mais je pense que, tu Ouais. sais, je me souviens que l'année passée ou l'année d'avant, tu prenais plus contre Verstappen parce que tu prenais tout le temps. Là, ça va être rendu Antonelli là, à chaque fin de semaine jusqu'à temps qu'il perde. Moi, Ben, c'est Antonelli que je tu sais, prends. puis traitez-de moi naïf, puis tu sais, vous pouvez le dire, il a gagné. Ils ont gagné les 5 premiers Grands Prix de la saison. Il y a 4 victoires. Et ouais, là, il est rendu à 5. Il y a 4 victoires. Puis tu le prenais pas comme un favori. Non, parce que c'est Monaco. C'est Parce ça. que. Puis pas parce que Mercedes n'était pas supposé d'avoir la meilleure voiture, parce que j'aurais bien plus mis mon argent sur George Russell. Ça a été ces genres d'endroits normalement où ce que. Puis tu sais, pas parce que Kimi sera jamais capable de gagner à Monaco, c'est pas ça que je dis. C'est juste que, écoute, t'arrives, t'as gagné 4 dernières, tout le monde te dit que t'es beau, t'es fin, ça va bien. C'est tellement facile de faire une erreur. Puis même dans la journée de vendredi, là, je l'ai vu, Kimi, passer, puis j'ai entendu les commentaires de Jenson Button, c'était exactement ça. Il surconduisait la voiture, il surpilotait Ah la oui? voiture. Ouais, il en faisait trop vendredi. Fait que j'étais là comme, ah, OK. c'est correct. Tu sais, j'étais là. Écoute, il va en connaître un mauvais week-end à un moment donné, là. J'y en souhaite pas, mais c'est normal que Ben, la tendance, c'est sûr, là, il faut pas à que ça arrive. 19 ans, il va nous montrer qu'il est humain, sinon on va commencer à être jaloux de lui. Fait que, commence à nous montrer un peu qu'il est humain, mais en tout cas. Mais, ouais, on va finir la parenthèse tout de suite avec George, si tu le veux bien, parce que Oui, ben oui, oui. tu sais, George arrive à, tu sais, on dit toujours, ah, c'est le pire scénario possible, le pire scénario possible. Mais il arrive à Monaco, puis il repart. Non seulement il est plus juste loin dans le championnat, il est même plus deuxième. Il est même plus Ouais, ça, c'est deuxième. difficile à croire, hein, mais Ouais, c'est le cas, effectivement. Puis pourtant, il a gagné une course, contrairement à Hamilton, qui lui en a pas gagné. c'est ça. Alors, j'ai calculé pour le plaisir, tu sais, parce que Russell, c'est vrai qu'à quelque part, tu sais, il a été victime de malchance depuis le début de la saison. Puis c'est vrai qu'à des moments où, comme à Monaco, là, il avait besoin d'offrir des bonnes performances puis d'être dans le coup. Puis à cause de sa mauvaise qualif, c'était pas le cas. Alors, je me suis dit, admettons qu'on donne tout à Russell là, depuis le début de la saison. Tu sais, il gagne en Australie, en Chine, ben c'est ça, il y a un ennui en qualif. Fait mettons qu'il n'y a pas d'ennui, il est en pôle, puis il gagne, puis bon, j'y ai tout donné, là, tu sais, même au Japon où il menait. Puis là, je suis arrivé avec 132 points. Puis Antonelli, là, évidemment, je l'ai mis deuxième à toutes les courses que Russell gagne, mais il reste 122 points. Donc, on aurait quand même une course au championnat super intéressante si Russell n'avait pas eu tous ses malheurs et ses malchances, ses mauvaises performances aussi, parce qu'à Miami, à Monaco, c'est quand même sa faute. Sauf que la course serait vraiment serrée au championnat. Or, Antonelli, lui, il va chercher le maximum à peu près à chaque week-end. Puis Russell, il en échappe beaucoup. Alors, il y a pas que lui à blâmer. Il y a eu des malchances, mais tu sais, là, maintenant, on est rendu à l'étape où il y a quand même un rôle à jouer là, dans ses malheurs. S'il s'était bien qualifié à Monaco, est-ce qu'il n'aurait pas fait son erreur dans la ligne des puits? Est-ce que c'est une erreur? Tu sais, on peut en débattre. Reste que, tu sais, ça prend pas grand-chose pour que ces courses, comme on dit, la chaîne débarque. Puis là, finalement, tout se met à mal aller. Montréal, c'est pas sa faute, mais à Monaco, c'est quand même lui qui doit porter le fardeau de la responsabilité jusqu'à une bonne partie. Là. Peut-être Ben, pas entièrement, mais une bonne partie. c'était à lui de rebondir. Puis il n'a pas Ben rebondi. oui, C'est ça. C'est après puis, comme tu dis, les athlètes misent beaucoup sur vas-y avec ce que tu contrôles. La bande, tout ce qu'il contrôlait à Montréal, il l'avait bien fait. Fait qu'il y avait absolument. juste à continuer là-dessus. À Monaco. C'est facile à dire, là. Pour un gars qui enlève Monaco dans les jeux de course, c'est facile à dire. Moi, chez nous, je te dis ça de même. Ouais. Mais tu comprends ce que je dis. Contrôler ce qu'il pouvait contrôler, il aurait pu le faire. Puis il a pas réussi. Puis moi, je trouve que si j'avais la chance de parler à George puis d'être dans son camp, je l'ai déjà dit, il y a des choses qui m'inquiéteraient parce qu'il fait en tout cas, il devient dangereux. Mais je dirais à George, c'est pas comme Lando Norris qui sait qu'il sera probablement pas champion du monde parce qu'il n'a pas la voiture présentement. Il ne sera pas 2 fois champion du monde. Là. En tout cas, à première vue, là, ça serait tout un règlement de situation.
Mais George, t'as encore la meilleure voiture. Tu l'avais Oui. en fin de semaine encore, là, même quand on pensait que c'était. Fait que, mais il semble qu'il y a du positif à faire là-dessus. Tu peux retourner cette tendance-là. Elle va être dure à tourner, mais au moins, c'est pas comme Verstappen qui essayait de se battre pour un 5e titre quand il savait très bien qu'il avait pas la meilleure voiture du peloton, mais il continuait de se battre. J'aimerais ça voir ça, un peu de. C'est ça, un peu de combativité de la part de Je Russell. pense que tu vas le voir, mais là, Va être trop tu sais, tard. George, il faut qu'il en gagne. Là. Tu sais, il faut Oui, qu'il se mette à battre plus souvent que ça Antonelli en piste. Parce qu'on a vu à Montréal que tu sais, le jeune, il a encore des choses à apprendre. Là. oui, Tu oui. sais, dans la sprint, là, il aurait pu sortir de course. Là, tu sais. Mhm. Alors, vas-y, tu sais, va chercher le maximum à chaque course. Concentre-toi là-dessus, mais il faut que ton maximum, ce soit plus qu'une 6e place, ça irait à Monaco, sinon tu peux oublier ça, c'est certain. Ouais. Mais là, on s'en va dans une séquence où il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands prix en très, très peu de semaines. Peut-être qu'Antonelli a été aidé par le fait qu'il y a eu quand même beaucoup d'espace. Là, peut-être qu'à la longue, là, si toutes les fins de semaine, il y a un Grand Prix, peut-être qu'il va commencer à trouver ça un petit peu plus épuisant, que ce soit physiquement ou mentalement. Peut-être que non, parce qu'il a appris l'année passée, mais tu sais, George doit miser là-dessus, doit espérer. Mais au-delà de ça, il faut qu'il le batte en piste plus souvent. Là, puis pas Ouais. juste par la peau des fesses. Il faut qu'il le batte une fois sur deux à peu près en piste, puis qu'il aille se qualifier devant, puis qu'il mène les courses. Puis que là, à un moment donné, il faut qu'il commence à le déstabiliser parce que tu peux pas faire la guerre psychologique si en piste, tu n'es pas capable de répondre. Puis en ce moment, Russell, mais il n'est pas capable de répondre. Non, c'est là que ça se passe. Puis tu fais bien de le dire, le calendrier va peut-être jouer en sa faveur. 5 en 7 Grands Prix, dans les 5 Grands Ouais. Prix dans les 7 prochaines semaines à venir. Là, on peut dire que la vraie saison de F1 commence, là, parce qu'on on a été très, très mollo, là. On a eu 5 semaines de pause, après ça, 3 semaines entre Miami et Montréal, 2 semaines avant Monaco. Là, vous allez voir, là, même nous autres, on va commencer à être fatigués. On va avoir beaucoup de travail, hein, c'est Oui. bon. Fini les Mais vacances. regardez ce qui s'est passé l'an dernier. Là. Ouais. Piastri, à un moment donné, quand ça s'est mis quand il a arrêté de gagner à tous les week-ends, ben là, Ça il a était déboulé vite. 3e et Ouais. 4e. Donc, tu sais, ça pourrait Ouais. arriver avec Antonelli aussi, là, parce que les autres écuries vont augmenter de niveau. Je m'attends à ça, moi. Ce qu'on a appris avec les jeunes comme ça, c'est que ça peut monter vite, mais ça peut débouler encore plus vite. En tout cas, c'est du cas par cas. Mais quand ça commence, là, des fois, ça peut. Puis on ne le souhaite pas, hein. On ne souhaite pas de malheur à Kimi Antonelli. On aime ce qui se passe, puis on veut du spectacle à la fin de l'année. Mais je pense que George doit garder ça en perspective. Red Mais Bull tu as comment? dit, tu sais, Ouais, Antonelli surpilotait vendredi. ouais, Là, il est habitué de gagner. Mais ça, si après 3, 4 courses, il n'a pas gagné, là, il ne gagne pas les 4 prochaines courses, admettons, ouais. ben, penses-tu qu'il est apte à surpiloter? Ben oui, absolument. Ben oui. C'est là qu'il va faire des erreurs. Donc, tu C'est sais, ça. George, c'est important pour lui d'aller trouver le moyen d'être en avant, juste pour le titiller, parce que c'est sûr, dans les points, il n'est pas là actuellement. Je pense que ça prendrait 6, 7 victoires consécutives avec Antonelli deuxième pour qu'on se rapproche au championnat. Alors, tu sais, on ne s'attend pas à ça. Il faut vraiment qu'il mise pour le rattraper en octobre, novembre puis en décembre. Le dernier épisode qu'on a fait ensemble, j'avais fait une erreur. J'avais dit que Kimi, la saison dernière, c'est après son podium, pas son podium, sa pole position à Miami, qu'après Ouais, ça, ça avait ralenti un peu. Puis c'est pas ça, c'est après son podium à Montréal. Puis il ouais. avait dit que c'est qu'après ça, il avait changé ses objectifs de course. Parce que là, il voyait plus comme une 5e place, comme un bel accomplissement pour sa première année recrue. Il voyait que s'il était pas sur le podium, c'était des échecs. Ben, c'est bon que Mhm. tu ramènes ça parce que là, tu me parles de ça, je sais pas si tu avais ça en arrière de la tête, mais je fais le lien de dire c'est vrai que là, ça se pourrait que ben là, si je gagne pas, c'est un échec. Quand c'est pas le cas pantoute. En Formule 1, c'est important les podiums, d'accumuler les bonnes positions. Donc, tu as raison que ça pourrait devenir comme un standard de performance, puis un standard d'approbation sur un bon week-end ou pas. Puis après ça, ben, si tu vas pas chercher ce qui est pour toi le standard d'excellence, ben là, tu commences à être déçu, tu tombes dans l'autocritique, ça devient lourd. En tout cas, on se projette, là, T'essaies mais d'en faire ouais. plus. Puis Ouais. ça peut être difficile pour un jeune pilote de 19 ans de gérer son championnat à partir de maintenant. Ouais. Un peu comme Max avait fait il y a 2 ans. Max avait une bonne avance donc contre Lando Norris, donc il avait pu gérer parce qu'il savait qu'il n'y avait plus la voiture pour gagner. Antonelli, il va se dire, tu as raison de le dire, peut-être qu'un jour, il va se dire, moi, je suis supposé être en avant, je suis supposé gagner, qu'est-ce qui se passe, comment ça? Puis là, c'est là que ça commence à s'accumuler, ça devient de plus en plus lourd, puis il y a une spirale là, qui Ça commence. tourne. Euh, Ouais. prochain dossier, Red Bull commence sa journée, si on se fie à notre sujet d'ouverture, a commencé sa journée avec une lettre de la FIA qui dit: Vous avez le meilleur moteur.
Après ça, Ouais. après ça, Liam Lawson ne peut pas sortir des pluies quasiment. Ça a été limite, a failli manquer le départ de la course, là, parce qu'il faut se rendre, là, on a un temps, là, c'est une demi-heure avant le départ. Finalement, on a dû travailler comme des fous parce qu'on s'est réveillé le matin avec un problème, un code d'erreur sur la machine. Donc, Lawson, qui avait fait un beau résultat dans la qualification, a failli même pas pouvoir s'élancer du top 10. Après ça, ben, on le sait, c'est relié parce que c'est tout le moteur Red Bull. Après ça, Max Verstappen, qui est deuxième sur la grille de départ, enfin du côté de l'écurie autrichienne, on peut construire sur quelque chose puis peut-être attaquer pour la première place, surtout à un endroit où si on négocie bien le premier virage, ça pourrait bien être notre première victoire de l'année puis notre première victoire en tant que motoriste, il faut quand même le dire, parce que notre première victoire, notre premier podium, on l'a eu à Montréal, donc on avait cette chance-là, finalement, ça n'a pas parti. Ça n'a pas parti, mais pas pantoute. Au début, je pensais que c'était peut-être un départ raté. Après ça, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose qui clochait quand il était rendu dernier en le temps de le dire. Moi, j'ai l'impression que ça nous a privé un peu du spectacle de perdre Verstappen. Toi, tu as l'impression que non. Je pense que Max aurait pu au moins être là pour coller Antonelli. Puis en plus, là, on sait, ils ont beaucoup de performances. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça de valeur qu'on l'a perdu dès le départ parce que j'ai l'impression que ça aurait peut-être venu pimenter un peu le spectacle. Mais finalement, on a eu quelque chose d'autre. On a eu quelqu'un avait pensé de dire comment rendre Monaco intéressant. Puis on pourrait avoir l'asphalte qui se désagrège. Tu sais, c'est peut-être ça Ouais. c'est peut-être ça finalement la Le solution qu'on a truc. trouvée à Monaco de dire faudrait que l'asphalte dure pas jusqu'à la fin. Les pneus durent plus longtemps que l'asphalte. C'est rendu ça le concept. Mais en tout cas, c'est ça qui est venu un peu tout bouleverser la course. Mais qu'as-tu pensé de Red Bull là, puis que de perdre Verstappen sitôt que ça, surtout après qu'on vient d'apprendre que bien sûr, c'est pas un gage de fiabilité, mais on a eu un gage de performance en disant vous êtes les meilleurs du plateau. Ben, effectivement, il devait être très déçu, surtout après avoir lu ça. Ah, on est les meilleurs, mais là, malheureusement, on fait pas 100 mètres. Non, Ouais. écoute, j'ai été déçu comme toi, puis si tu retournes dans ma prédiction d'avant-course, moi, j'avais prédit que Hamilton et Verstappen se retrouveraient ensemble à Sainte-Devote, premier virage, puis qu'il n'y aurait pas de place pour passer. Donc, ça ne veut pas dire que je souhaitais ça, mais j'aurais aimé voir cette bataille dans ce virage-là entre les deux pilotes, la Ferrari qui démarre bien, puis la Red Bull qui semblait en forme avec un pilote déterminé, puis Max, on connaît son talent. Alors, on a été privés à tout le moins de ce moment-là. Moi, j'aurais fait des flamèches, je pense, dans les premiers tours, en tout cas. Oui. Donc, dans ce sens-là, oui, j'ai été déçu de voir que Max démarrait pas. Ceci étant dit, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, les pilotes sont vraiment à un niveau supérieur cette année. Puis là, tout l'ensemble des pilotes, parce que personne n'a même pas assez proche de le frapper. Alors, tu sais, oui, Max s'est tassé puis il a bien agi, mais moi, en tout cas, moi, j'ai pas eu peur qu'il y ait un accrochage. J'ai pas senti non plus on a risqué beaucoup. Alors, tu sais, bravo là, pour le talent des pilotes dans l'ensemble. Pour ajouter du piquant au spectacle plutôt, alors, on a décidé que l'asphalte n'allait pas durer, puis on a aussi décidé qu'on donnerait énormément de pénalités dans les pluies. Tu sais, l'année dernière, on avait décidé d'opter pour la stratégie de dire oh, vous êtes obligé de faire 2 arrêts obligatoires. Là, on a décidé de dire ben, toutes les fois qu'un pilote passe au puits, on lui donne une pénalité de 10 secondes pour qu'il revienne ou qu'il ça, en tout cas. T'as des blagues, là. Mais un moment, ça avait l'air de ça. Mais au départ, la première pénalité de 5 secondes pour avoir excédé la vitesse d'un puits, c'est Lewis Hamilton qui prend la pénalité. Moi, je suis chez moi, là, je te le dis honnêtement, puis je fais comment tu peux être dans une place où tu es deuxième, ça fait longtemps, ça fait des mois qu'on attend que tu sois dans une position pour peut-être gagner. Tu as toute l'expérience du monde, puis tu n'es pas capable de respecter la limite. J'étais fâché après lui. J'étais là, comment tu peux faire ça? C'était une note. Mais là, quand j'ai commencé à voir que tout le monde commence à prendre, ben, tout le monde, une bonne partie commence à prendre des pénalités, là. Attends, j'ai tout écrit. Hamilton, Hamilton en a eu une. Euh, après ça, George en a eu une. Gasly en a OK. eu deux. Gasly. Oui, oui, Colapinto. Gasly en a eu une. Ouais, il en a eu deux, Gasly, même. Puis il y en a d'autres. Attends une Ouais, minute, là. Colapinto, Piastri. Fait que j'ai essayé toutes, je pense. Un, deux, trois, Nico quatre. Hülkenberg, mais ça, c'est pas dans les puits. Non, pas dans les Sergio pluies. Perez, c'est une autre histoire, on va en Ouais, c'est parler. deux Puis il y fois les avait Lance départs. Ouais. Stroll pour pas avoir respecté les limites de piste C'est et ça. Oscar Piastri. Mais pour les pluies, comme je te dis, c'est Ouais. ça. Fait que là,
Moi, j'ai jamais vu ça, là. Autant de pilotes Ben, qui à un restent. moment donné, Ah, c'était comme, j'avais l'impression que les pilotes avaient pris le livre des règlements puis ils avaient dit, mets-moi ça au vidange, je fais ce que je veux aujourd'hui. ouais. Ben, C'était comme le ça, free for all, là. C'était rendu ouais. difficile à suivre. Ou de dire que ben l'avantage que tu gagnes à pas respecter la limite à Monaco, peut-être qu'il est payant. Je commençais à me demander si c'était pas une stratégie, parce qu'il y en a plusieurs qui le faisaient, mais je pense qu'il y a eu un problème. En tout cas, Alpine ont été les premiers à lever la main, on a contesté, surtout qu'on en a eu deux, on a eu trois même, parce qu'on a eu Colapinto qui en a eu une aussi. Donc on a eu pas à peu près. On a décidé de utiliser notre droit de regard, là, dans le fond, un droit de révision. On demande à la FIA de réviser ce qui s'est passé. J'ai pas l'impression. La dernière fois qu'on les a vus revenir sur une décision, c'était Carlos Sainz, puis finalement, on avait redonné une position qui valait pas C'est vrai, ils ont grand-chose. déjà... Hey, moi, ça m'étonne encore qu'il ait fait ça une fois. Ouais, C'est pas fréquent. ben la dernière fois que j'ai vu ça, c'est ça c'est Ouais. frais en ma mémoire, c'est l'année dernière, qui sont revenus. Mais là, je pense pas que écoute, ça bouleverse toute la course. Là. Tu t'enlèves toutes les pénalités, là, ça bouleverse toute la course. Puis, Bon, alors, c'est ça, exact. Si tu ouais, redonnes à Gasly, admettons, mais là, il faut que tu redonnes à George. Là, George, ça ne donnera pas ses positions, là, quelque part. Tu sais. ouais, Je pense pas qu'ils vont toucher à ça. Par contre, bon, ça avait été mentionné dans le brefage avant la course, parce que là, il faut le dire, là, c'est dans le fond, les pilotes sautaient une ligne blanche et ça faisait que le capteur, au bout de la ligne, tu sais, sentait qu'il avait été trop rapide, là. Donc, mhm. c'est un peu comme quand tu prenais un ticket de vitesse dans le temps puis tu avais un radar en avion, là, bon, tu sais, il ne devrait pas franchir telle distance en temps de temps. Donc, ça, c'est une pénalité. Mais là, je trouve que tu sais, c'était sévère là, parce qu'on a mis une roue dans la ligne des puits. Parce que là, la ligne a été modifiée vu qu'il y a un nouveau. Il y a le puits de L'écurie, Cadillac qui modifie la ligne des puits ouais. à Monaco. Je trouve que c'était sévère, mais si ça a été mentionné dans le brefage, ben, quelque part, tu sais, ça a été Ouais. dit, là, il fallait faire attention. Ça a été un gros scénario qui a mis du piquant dans la journée. Puis après ça, ben, il y a Lance Stroll qui rentre dans le mur. Encore là, mauvaise interprétation de ma part. Come on, Lance. Come on. Comment tu fais pourquoi tu échappes l'auto là? On le sait qu'elle est instable, elle a des problèmes, mais tu sais, j'ai une pensée qui fait comme pourquoi, là? Puis après ça, pas longtemps après, Charles à la même place. Fait que là, on commence à se dire, ben là, je commence à être moins fâché après l'intro. Je commence à me dire, ben là, deux gars à la même place. Leclerc nous habitue à faire des erreurs aussi, des fois, à pousser trop loin. Il était fâché, Charles, puis on va en parler parce que ça, je pense que c'est quelque chose Mhm. qui va retenir l'attention aussi. Il était fâché de la situation chez Ferrari. Mais là, finalement, c'est toute ça à cause de l'asphalte qui se désagrégeait. Sûrement trop de pilotes avaient utilisé ce point-là comme point de freinage. Il avait été resurfacé aussi dans les dernières années, donc ça a commencé à lever. Il n'y a pas juste à Montréal que ça peut arriver. On l'a vu, ça arrive même à un endroit où il y a un prince et tout. Euh, un prince, une princesse, puis de la royauté. Puis les autres aussi ont des problèmes d'asphalte. Puis ils n'ont pas d'hiver aussi, pour les gens qui pensent ça. Fait qu'en tout cas, fait que ça pour dire que ça s'est défait. Ça nous réconforte. Ouais, j'essaie d'être réconfortant. Mais en tout cas, c'était pas un nid de poule, mais c'est quelque chose, c'était assez pour changer la trajectoire. Puis là, finalement, ça a fait les drapeaux rouges, ça a fait qu'on a eu une relance arrêtée. Ça, je suis content parce qu'on avait relancé ça en Ah oui, mouvement. quelle Ah bonne ouais. idée. Ah, ça, j'aurais été fâché. Mais en même temps, je me dis, il aurait pu nous sortir pour des raisons de sécurité. Parce qu'on l'a vu, Oui. hein, cette année, c'était où qu'ils nous ont Ah, fait. je m'attendais à ça, moi. Ouais, ben, moi aussi, mais j'espérais que non, parce que c'était pour être un de nos sujets, puis j'aurais pas été content, Simon. Je peux te le dire, j'aurais demandé Moi, j'aurais été pourquoi. avec toi là-dessus. C'est ça, pourquoi. En tout cas, fait qu'on continue dans le classement. Non, avant de continuer dans le classement, Mais Charles allons-y. Leclerc, en Ouais, fin de semaine, moi, j'ai senti qu'il poussait trop fort. Tu sais, tu parlais de surpiloter, là, qui ouais. mit Antonelli vendredi. En qualif, Charles Leclerc, je pense que c'était ça. Puis peut-être qu'en fin de course, c'était ça aussi, parce que là, bon, il a été déstabilisé là, par la fin de course, puis il n'a pas aimé la stratégie de Ferrari. Mais allons-y avec la stratégie, Simon, si tu le veux bien. OK. Parce que ça va être la question sur nos Vikings, parce que j'ai l'impression que les gens vont être déchirés sur celle-là, parce que même nous autres, on s'entend pas sur elle. Parce que moi, j'ai pas aimé ce que Ferrari a fait. Je mets la mise en contexte pour les gens qui ont peut-être manqué ça. Mais Lewis Hamilton avait une pénalité, on l'a dit, pour avoir excédé la vitesse d'un puits. Donc lui, il traînait un 5 secondes de pénalité, puis il roulait deuxième. Charles Leclerc, qui bien sûr est son coéquipier, roule en troisième position toute la course, mais met beaucoup de pression puis utilise beaucoup ses pneus, prend beaucoup de risques pour rester à l'intérieur du 5 secondes. Il est pas fou. Dans ma tête, il se dit, je suis pas mal sûr que dans sa tête, il se dit, ben, rendu au fil d'arrivée, je vais avoir le 5 secondes, puis je vais passer en avant de lui, je vais terminer deuxième chez moi. J'ai l'impression qu'il pense pas à la victoire, mais il pense à ça. Puis de terminer devant son coéquipier chez lui, je pense que c'est ça. Finalement, on le dit,
voiture de sécurité pour Stroll. On commence à appeler les pilotes à aller au puits. Lewis Hamilton arrive avant Charles Leclerc. Bien sûr, il est en avant de lui. Puis là, on n'a pas le choix. Parce que sinon, c'est une pénalité. On l'a vu dans le cas de Russell. Ferrari doit faire servir la pénalité à Hamilton parce que quand on fait un arrêt au puits, on ne peut pas reconduire la pénalité plus tard. On ne peut pas la mettre sur notre temps à la fin. On doit exactement la faire là. Donc, on fait la pénalité de 5 secondes plutôt. On décide de la faire là, mais on a Charles qui attend le 5 secondes. Il a l'air d'être au service au volant du McDonald's à Blainville, là, un mardi soir à 5 heures. Là. Il attend en arrière, là, puis là, en avant, là, c'est long. Là. C'est long. Puis là, on fait le 5 secondes. Après ça, on change les pneus. Après ça, on s'en va. Après ça, c'est au tour à Charles. Puis en plus, c'était pas un arrêt parfait pour Charles. Donc, il n'a pas perdu de position, mais à partir de là, il a perdu certainement sa concentration. Il n'était pas content. Puis moi, j'ai tendance à me ranger de son côté de dire, lui, il n'a rien fait, Charles. C'est Lewis qui avait une pénalité de 5 secondes. Je comprends qu'il fallait faire servir, mais Charles a dit, ben d'abord, j'aurais resté. On n'avait pas besoin de nouveaux pneus. La stratégie, c'est de dire, ouais, mais on voulait faire une relance avec des pneus flambant neufs pour essayer de mettre de la pression sur Antonelli. Mais je pense que Charles aurait dit, ben moi, j'aurais resté en piste, avoir su, puis j'aurais pris la position en piste, puis j'aurais doublé mon coéquipier. C'est ce qu'il espérait. Puis quand on n'a pas fait ça, ben après ça, il a frappé le mur. Bien sûr, ça a été à cause, il y a un problème sur la salle. Puis là, ça a donné droit à une autre situation. Il y a même un fabricant qui a sorti avec un communiqué pour rattraper ce que Charles Leclerc a dit après la course. Mais si on se fie à la première conversation, là, toi, comment tu as vu ça, le fait qu'on a servi la pénalité et qu'on a fait poireter en bon québécois Charles Leclerc là pendant qu'on changeait les pneus à Lewis Hamilton? Ben, je vais te dire que de deux mots, il faut choisir le moindre. Puis je pense que c'est ce que Ferrari a fait. Et elle savait que Charles Leclerc allait perdre la deuxième place qu'il aurait eu s'il n'y avait pas eu de drapeau jaune. Mais en même temps, je préfère faire les 10-12 derniers tours avec des pneus neufs parce qu'imaginez la situation s'il avait été sur des pneus usés. Tout le monde a des pneus neufs et il reste 10 tours. Il aurait pu bouchonner, c'est Monaco, c'est pas impossible. Je pense pas qu'il aurait menacé Antonelli, puis je pense pas qu'il aurait été bien efficace. Devant Lewis. J'ai l'impression que ça n'aurait pas été une stratégie gagnante. Alors, je pense que Ferrari était comme un peu coincé, puis elle s'est dit, tout le monde va avoir des pneus neufs, ça nous en prend, puis on va le fait rentrer, puis écoute, je comprends qu'il va perdre un peu de temps, mais on n'a comme pas le choix. La situation nous l'impose. Alors, je pense que de deux mots, il faut choisir la moindre, c'est ce que Ferrari a fait. Moi, ce qui me dérange, Simon, c'est que si on aurait fait ça, on n'aurait pas pu faire ça à n'importe qui d'autre. Si ça n'avait pas été Charles qui suit, puis je sais qu'avec les si, on s'en va pas bien loin, là. Mais en tout cas, si ça n'avait pas été son coéquipier, il aurait passé devant Lewis. Parce que Adjar n'aurait pas attendu que Lewis fasse sa pénalité, change ses pneus, puis ressorte en arrière de lui. Il aurait passé devant. N'importe qui. Fait que on a profité du fait que, ah tiens, Hamilton, tu as une pénalité, puis en plus, ça tombe bien, c'est Charles qui te suit, fait qu'on va avoir le luxe de le bloquer, de le faire attendre pour que tu puisses servir ta pénalité, changer tes pneus, ressortir, puis garder ta deuxième position. Si tu fais ça à quelqu'un d'autre, bloquer l'accès, je comprends le tirer par les cheveux, mais c'est une pénalité. C'est une enquête, c'est une pénalité. Tu peux pas faire ça. Donc, on a profité du fait que Charles, qu'on a deux, oui, bien sûr que c'est son coéquipier, pour justement faire un peu effacer la pénalité que Lewis avait eue. Mais Charles n'a rien fait de ça. Lui, il l'a pas eu. Non, Il a il respecté était la victime limite. de la situation, ça, Ouais. je comprends. Mais si on regarde la F1 des dernières années, t'écopes énormément si t'as pas les bons pneus au bon moment. Puis Ouais. là, tout le monde arrêtait pour avoir des pneus neufs. Tout le monde aurait eu des pneus frais, sauf Charles Leclerc. Pourquoi exactement? Il ne va pas menacer Antonelli pour la victoire, là, Non. encore moins s'il y a des pneus usés. Il est Il rentré va dans le juste mur. bouchonner Hamilton, qui va se Ouais. retrouver menacé par tous les autres en arrière. Donc, j'ai de la misère à croire que de garder Leclerc sur des pneus usés, ça aurait été une stratégie gagnante pour Ferrari. Ouais. Bon, peut-être qu'on aurait dû le faire, voyant que Leclerc a pété les plombs après ça, puis que, tu sais, des fois, les plans, c'est beau sur papier, mais faut que tu te rappelles que ce sont des humains qui sont derrière le volant. Ouais. Alors, mais tu sais, moi, je comprends Ferrari. Je pense qu'on a joué la sécurité, puis je les comprends d'avoir fait ça. Puis là, on a ouvert la porte à quelque chose. Parce que je comprends, tu dis, on a essayé de gérer la situation. Puis tu attendais peut-être qu'il y ait une forme de rivalité pour la première fois depuis qu'ils ont été mis ensemble. Si jamais Lewis gagnait, tu l'écrivais dans ton article cette semaine, quelle réaction Charles aurait pu avoir face à une victoire de Lewis. Là, finalement, la situation, c'est qu'il y a eu ça, finalement, frappe le mur. Et puis là, après ça, Charles, ça va faire la déclaration. Il dit, j'ai eu l'air d'un idiot.
Et je refuse de prendre le blâme pour cet accident-là. Par le passé, Charles l'a pris souvent, le blâme. Il dit, I'm an idiot. Il a déjà dit ça, je suis un idiot, je suis ça. Mais là, il dit, je refuse de prendre le blâme pour ça. Puis après ça, en entrevue, il est allé se vider le sac. C'est très rare que j'ai vu ça, là, Charles, vraiment, parce que d'habitude, il absorbe, puis on arrête, puis il en prend un coup, puis tout ça. Puis là, il disait, c'est les freins. On a des problèmes avec les freins. Ça fait longtemps que j'en parle. Depuis à Montréal, c'était la même affaire sur ma voiture. Il y a quelque chose qui ne va pas, puis c'est rendu dangereux. Ça l'a assez secoué des gens pour que Brembo sorte un communiqué qui est le. Puisqu'il fait 40 ans qu'on fournit Ferrari, sorte un communiqué quelques heures, pour ne pas dire quelques minutes après ces paroles-là, pour dire qu'on n'est pas au courant de cette situation-là dangereuse au niveau des freins de Charles Leclerc. Ça fait longtemps qu'on travaille en Formule 1, on est gage de sécurité, on n'est pas au courant de ça, on n'est pas au courant de danger. Écoute, t'es d'accord là qu'il y a des téléphones qui se sont faits en interne, pas à peu près. Là. Il y a quelqu'un qui n'est pas content des commentaires de Charles. Il y a quelqu'un chez Ferrari qui a reçu un appel qui dit à Charles pourquoi t'es allé dire ça? Puis c'est parce que c'est un problème. Ça fait mal aux manufacturiers, aux fournisseurs de freins, parce que là, tu te dis, il y a un problème avec mes freins, puis c'est dangereux. Puis là, c'est Ferrari qui doit dire, c'est pas la faute à Brembo, c'est notre problème à nous. J'ai hâte de voir où on va en venir. Mais es-tu surpris que autant qu'on a voulu contrôler la situation du temps que Ferrari, ça a explosé à une place qu'on ne s'attendait pas pantoute parce que d'habitude, le bon vieux Charles prend le coup, est fâché pendant quelques minutes, puis après ça se replace. Mais là, il est allé dire quelque chose qui forcément ne se devait pas de dire sur la place publique. Et ça revient à une critique que je lui fais souvent à Charles Leclerc. Je trouve qu'il n'est pas un leader. Je trouve qu'il manque cet élément-là pour que tu sois le pilote vers qui l'écurie se tourne dans les moments difficiles, en sachant que si tu te fais confiance, tu vas les emmener au sommet. Alors que quand c'est difficile, Charles Leclerc, je trouve que souvent, il y a des mauvaises réactions. Là, c'est une mauvaise réaction de relations publiques, c'est pas si grave, mais il y a eu d'autres moments où peut-être que je focus sur lui puis que c'est pas ça, là, mais j'ai comme l'impression, je me souviens que quand le Sainz le battait des fois, il réagissait mal. Puis là, pour la première fois un an et demi, Hamilton, pardon, trouve le moyen de rouler devant lui. Puis en fin de semaine, c'était tout le week-end. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Charles? Ben là, en qualif, il se défonce comme un débile, puis il frappe le mur. Puis, tu sais, des fois, il faut le faire, là, ça passe ou ça casse en F1, puis dans tout le sport. Mais là, pour Charles, ça a cassé, donc il paraît mal. Puis le lendemain, alors que tout le monde aurait pu dire c'est l'asphalte, ben là, lui, il s'en va mettre il s'en va braquer les projecteurs sur les freins, alors qu'il aurait pu ne pas en parler, gérer ça à l'interne, ouais. il y aurait eu bien moins de problèmes. Mais non, il fallait qu'il en parle. Il fallait qu'il se sente bien dans sa peau. Ouais. Alors, je ne vois pas du grand leadership là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera jamais champion du monde. Ça ne veut pas dire que Ferrari n'aurait pas dû le re-signer. Mais il y a des affaires que Charles devrait travailler là, dans sa personnalité. Ça tombe la fin de semaine qui a été re-signé, c'est ça qu'il faut. Moi, j'ai l'impression oui. J'ai l'impression qu'il était un petit peu humilié, Charles. Il en a pris pour son coup chez lui, là, puis des fois, il frappe le mur, puis tout ça. Puis là, j'ai l'impression que ça y a peut-être joué un peu dans la tête, puis dire je vais me sauver à la face, mais je vais mettre du monde en dessous de l'autobus pour faire ça. Fait que, ça, un leader, ça fait pas ça. Exactement, mais je pense que c'est ça sa réaction, puis ça va avec ce que tu dis. Une chose, par exemple, ce qu'un deuxième pilote doit faire, c'est faire ce que Isaac Hadjar a fait. Ça peut-être pas avec la meilleure attitude, peut-être pas dans la façon la plus calme. Il va falloir qu'il travaille ça, Isaac Hadjar, là, par là de Charles Leclerc, ça donne un autre qui va devoir un peu travailler ses réactions. Écoute, toute la journée, il a été on avait l'impression d'écouter une ligne ouverte, là. Et toute la journée, il chiolait. Finalement, il a quand même réussi à mettre sa voiture sur le podium. Pour les gens qui nous écoutent, pas de pénalité pour Isaac Hadjar, ça en est sorti. Il en est sorti de plusieurs pénalités. Il a réussi quand même à aller chercher un podium. Ça fait longtemps qu'on attend un pilote Red Bull qui peut ramasser quand il arrive quelque chose. Il l'a fait en Australie, puis il vient de le refaire aujourd'hui à Monaco. Et la meilleure nouvelle pour lui, en fin de semaine, moi, j'ai trouvé, c'est que là, il a été performant à un moment donné où Verstappen est satisfait des réglages. Ouais. Parce qu'à Montréal, c'était pas ça. Puis, souvent, Verstappen, à Montréal, on s'en souvient, il a dit « J'ai laissé l'équipe aller dans telle direction, même si je ne crois pas. » Là, Hadjar était beaucoup plus près de Verstappen qu'il l'était à Miami, par exemple. Mm-hmm. Mais là, Hadjar était prêt, puis Verstappen était content de sa voiture. Donc, là, il y a peut-être quelque chose. Il faut que ça arrive plus souvent à Hadjar, ça, où il est performant avec des réglages qui font l'affaire de Max Verstappen. Si ça, on est capable de garder cette situation-là, Hadjar a un avenir chez Red Bull, c'est certain. Je passe un peu plus vite le reste des résultats. Oui. On avait beaucoup de choses. Piastri, Lawson, belle performance de Lawson, bien sûr. Lindblad, donc on complète
une belle fin pour les deux pilotes Racing Bulls. Gasly, qui est un grand perdant de la journée, qui se retrouve très, très loin. Il aurait été supposé être sur le podium. Ça aurait été incroyable pour lui et pour Alpine. Mais finalement, il se retrouve plus loin sur le peloton. Il se retrouve 7e exactement, Gasly. Ensuite, Albon ont réussi à marquer des points chez Williams. Sainz aussi aurait bien pu en marquer. Il a été victime d'une malchance en fin d'épreuve. Ocon a réussi à ramasser des points dans un week-end. Az, là, ça me déçoit beaucoup, Az. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire. Je trouve qu'on a, encore une fois, on a rattrapé. C'est le bon vieux Ocon qui trouve des moyens comme ça d'aller chercher des points à un moment quand l'opportunité se présente à lui. Mais quand même, Ocon a réussi une bonne fin de semaine. On le critiquait. L'opportunité est arrivée, il l'a pris. Parlant d'opportunité, Alonso, on a critiqué Aston dans le début de l'épisode, à quel point ça va mal. Marque le premier point de la saison. On n'est pas au beau fixe, ça ne vient pas tout régler, on s'entend, mais quand même, ça va faire du bien à Alonso, puis ça va faire du bien à l'équipe aussi de ne pas avoir un gros zéro qui pourrait peser lourd dans la balance à un moment donné avec tout l'argent qui a été investi. Je suis content d'avoir vu Alonso. On va le dire, là, ça n'a pas été facile, puis il a fallu qu'il y ait beaucoup de pénalités. Des pénalités pas à peu près pour qu'il en arrive là, mais c'est quand même un point. Puis c'est un point qu'on enlève à Cadillac. Je disais qu'en plus, Cadillac avait passé devant nous. S'il avait fallu qu'on marque des points avant Aston, ben, il y a un Martin du F1 Podcast qui a ramené ça, puis il y a un Simon qui a rembarqué là-dedans, puis on aurait jasé. Mais là, au moins, on sauve un peu notre visage en disant, ben, regarde, au moins, on a eu le point. Puis Perez, ben, il l'a pas eu. Perez, ben, il a eu des faux départs toute la journée. Là. Il me semble qu'il était sous enquête toute la journée, Perez. Je comprends qu'il fait ce qu'il peut avec la voiture, là, puis il s'est démené. Là. Mais quand même, donc, Aston qui il doit se mordre les doigts là, parce qu'il y aurait eu un point, puis là, il est pénalisé parce qu'il a mis une roue en dehors de la boîte lors du deuxième départ. Tu sais, honnêtement, je trouve que c'est plate pour lui parce que tout le monde l'a souligné à quel point il était bon depuis le début de l'année. Puis Perez, malheureusement, des fois, fait des erreurs comme ça. Puis là, ben, il s'est tiré dans le pied. Pour vrai, il y aurait eu un point, puis ça aurait été vraiment intéressant pour Cadillac. Simon, pourquoi Cadillac a pris des pilotes d'expérience? Certainement pas. Ça, t'as raison, c'est pour éviter des erreurs comme ça. C'est ça. C'est certainement pas pour rater un départ parce que tu mets pas ta roue à bonne place. Surtout ton deuxième départ de la journée que tu es sous enquête. Là, à un moment donné, écoute, tu fais pas bien. Là. En tout cas, Alonso, Bortoleto, Russell, pauvre Russell, là, qui a eu une pénalité, bien sûr, accumulée parce qu'on n'a pas, chez Mercedes, erreur catastrophique, erreur de jugement causée par Russell qui a décidé d'aller au puits sans qu'on l'attende. On n'a pas fait servir la pénalité de 5 secondes. Donc, on est obligé d'y retourner avec un passé dans les pluies. Ça a été vraiment épouvantable pour Russell. Pire scénario possible. Hülkenberg n'a pas terminé. Non, Hülkenberg a terminé. Mais juste sur Audi, petite parenthèse, Audi était vraiment dans le coup vendredi. Ouais. Puis là, on se fait dépasser par tout le monde pendant le week-end. Donc, tu sais, c'est clair qu'il faut travailler les opérations de course pendant les week-ends. Là, parce que là, on s'est fait vraiment dépasser en fin de semaine. C'est déconcentrant quand Bortoleto veut aller placer sa voiture sur la grille, mais il n'est pas capable de l'emmener à sa raide quand il essaye une tentative de départ. Il y a tout ça qu'il faut qu'on enlève. Faut qu'on nettoie un peu tout ça là, pour être capable de construire des bons week-ends. Ah oui, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, Hülkenberg, Colapinto, Perez qui est relégué, Sainz qui s'est fait accrocher, c'est pas de sa faute. La stratégie de Williams de bloquer tout le monde, là, on a refait la même stratégie que l'année dernière. Là. En tout cas, mais on a failli se tirer dans le pied. Albon n'était pas du tout d'accord, ça a fait éliminer sa course. Donc, je termine avec Stroll qui n'a pas terminé, Norris qui n'a pas terminé, encore un bris mécanique du côté de la batterie de la voiture McLaren, Berman qui était un week-end assez difficile, Bottas qui n'a pas terminé et Verstappen, bien sûr, on le dit. On n'a pas décidé le pilote des cœurs, mais on va commencer par ton pilote du jour. Il me reste même pas une minute, Simon. Fait que si tu veux dire ton pilote du jour. C'est facile, c'est Kimi Antonelli. Moi aussi. Je peux pas m'obstiner. Il n'y a pas d'autre monde qui le méritait. Puis pilote des cœurs, on donne ça à qui? On va s'entendre en direct. Là. On va faire ça rapidement. À qui qu'on peut J'ai hésité entre Liam Lawson et Pierre Gasly, puis garde Lawson à la fin de la course. Il n'y a pas de pénalité. Il y a un bon résultat. Je pense que c'est Monaco, c'est pas facile. Je pense qu'il le mérite. Il avait essuyé nos critiques dans les dernières semaines en plus, donc ça va juste bien. Pilote des cœurs, pour les gens qui se demandent, c'est quoi des cœurs? Spécialiste dans le domaine des escaliers au Québec qui vous offre un service humain et sur mesure. Donc de là, il construit des escaliers, puis nous on dit le pilote des cœurs, c'est le pilote qui a emmené son jeu à un autre niveau, comme des cœurs permet de faire à plusieurs Québécois. Donc, c'est Liam Lawson, très, très bon choix, Simon. Pas de chicane là-dessus. J'approuve absolument que Lawson a élevé son niveau en fin de semaine. Pas juste dans la course, dans tout le week-end. Et c'est ce qu'on veut voir. La bonne nouvelle, c'est que ça a passé vite. Ça, c'est plate. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça revient vite aussi parce que le week-end prochain, on va se reparler. Simon Bachand, encore une fois, un plaisir de décortiquer le week-end de course avec toi. Les gens qui veulent nous envoyer leur pilote du jour, si vous n'êtes pas d'accord avec le nôtre, si vous avez quelqu'un d'autre qu'Antonelli, vous pouvez nous l'écrire dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Donc, une excellente semaine à toi, Simon, puis on se reparle très bientôt. J'ai très hâte.
C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 8 juin. Notre prochain rendez-vous sera vendredi en marge des séances d'essais libres du Grand Prix de Barcelone en Espagne. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram ainsi que LinkedIn, et à vous abonner à nos chaînes Spotify, YouTube ainsi qu'Amazon Music. Et ne pas oublier d'appuyer sur la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.